Un doux soleil s'est levé sur le royaume d'Antasia. Préparez votre thé, café ou chocolat, car voici venue l'heure du réveil des enchanteurs. Mystère et magie, réveille l'enchanteur qui est en toi. Et oui les amis, mystère et magie, réveille l'enchanteur qui est au fond de toi. Bonjour mes très chers enchanteurs, comment ça va en ce dimanche 20 octobre? Et oui, en pleine période de Halloween, Samhain, bientôt, hein, n'est-ce pas? Alors j'espère que vous avez passé une magnifique semaine, mes très chers enchanteurs, et que ce matin, eh bien vous êtes en forme et aux petits oignons, et oui. Alors moi ça va bien, ça roule, comme on dit, ça roule ma poule. Alors j'ai des petites annonces à vous faire avant qu'on commence l'émission de ce matin, mais on n'oublie pas qu'aujourd'hui, eh bien il y aura la guidance féerique, hein, comme chaque dimanche matin. On aura aussi l'immense bonheur de retrouver notre très chère Vera en live pour sa Witchy Planet, et aujourd'hui elle va nous parler d'un des lieux les plus hallucinants qui soit en France, et c'est Brocéliande. Waouh! Et on aura aussi notre merveilleux, juste après, hein, bien sûr, Vera. On aura également notre merveilleux Isilionne qui sera en live, eh bien, pour sa chronique essentielle. Et ce matin, eh bien, Isilionne va nous parler du cyprès de Provence, associé au signe de la Balance. Hein. Que du lourd ce matin, que du lourd. Alors, hier soir, on a eu, eh bien, l'Observatoire en Scorpion avec Kat et Maggie, qui nous ont parlé un petit peu de tout ce qui était un petit peu obscur, vous savez, hein, l'histoire d'ombre, avec de magnifiques échanges entre Kat et Maggie. Et puis en deuxième partie d'émission, on a eu Reflet secret avec Lina et Valérie. Pareil, une magnifique émission en perspective. Donc si vous l'avez ratée, elle sera donc en rediffusion la semaine prochaine, mercredi, jeudi et vendredi prochain, mes très chers enchanteurs. Donc à ne pas rater, c'était vraiment des pépites, hein, hier soir. Alors justement, parlant d'hier soir, donc j'ai échangé avec plusieurs personnes de la chouette équipe, hein, bien évidemment, hier soir, et puis depuis quelques jours déjà, et je suis en train de me poser des questions sur eh bien, la programmation du samedi soir. Donc j'attends quelques avals de certains, mais il se peut fort qu'à partir du mois de janvier, eh bien, on modifie légèrement eh bien, nos programmations de live. C'est-à-dire qu'au lieu de le faire tous les samedis soirs, eh bien, on aura les émissions le vendredi soir entre 21h et 23h. Donc, j'attends encore quelques retours officiels de la chouette équipe, parce qu'il me manque encore Speak and Spell et Steph Donat notamment. Donc, dès que j'aurai leur aval, eh bien, je pourrai vous annoncer officiellement que l'on va effectivement transformer eh bien, la programmation des émissions. Alors pourquoi je fais ça? Parce que je me suis aperçue que le samedi soir, il n'y avait pas tant de monde que ça qui écoutait la radio, alors que l'an dernier, vous étiez quand même plus nombreux que ça. Et surtout, on est de moins en moins nombreux sur le chat, alors que le dimanche matin, il y a beaucoup de monde sur le chat. Forcément, vu que l'audience est plus intense le dimanche matin, il y a forcément plus de monde sur le chat. Donc, je me disais, vu que les enchanteurs avaient pris l'habitude de nous écouter le vendredi soir, enfin les enchanteurs, les witches hein, notamment, et les arcadiens, avaient pris l'habitude de nous écouter le vendredi soir, et bien pourquoi ne pas retourner comme on faisait avant, c'est-à-dire faire les émissions d'initiation le vendredi soir, et le samedi soir, ce sera du spécial Demoiselle étrange, c'est-à-dire qu'on continuera des émissions le samedi soir, notamment 2 lives par mois avec Mag et Cathy, Kat, avec l'Observatoire en Scorpion, et Lina et bien évidemment Valérie. Donc il y aura 2 lives par mois le samedi soir, et les 2 autres samedis soirs, ce sera donc des rediffusions de Demoiselle étrange, ou même peut-être des pépites de Demoiselle étrange. Comme ça, le samedi soir sera vraiment spécial Demoiselle étrange. Et le reste donc des émissions qu'on avait mis le samedi soir, eh bien, seront donc le vendredi soir, comme les murmures de l'étrange, par exemple. Waouh! Les murmures de l'étrange. Donc, premier vendredi du mois. Voyage au cœur du tarot, 2e vendredi du mois. Les murmures du chaudron qui vont donc revenir. Donc, ce qui veut dire qu'on va inviter plein de praticiens. Pour pouvoir parler de la pratique, comme c'était le cas avant. Et il y aura, si Speak and Spell est partant, eh bien le 4e vendredi du mois, Speak and Spell en live avec nous.
Donc, ce qui fait qu'en fait, ça rajoute beaucoup plus de contenu. Donc, quand on dit qu'on va être en live le week-end, ça va être vendredi, samedi et dimanche. Donc, c'est pas mal. Ça rajoute, c'est pas mal. Donc, vous allez avoir du choix. Mais c'est vrai que voilà, on aimerait beaucoup que vous soyez là le soir, à papoter avec nous, notamment sur le chat, à faire des échanges. On a quand même eu, là, depuis le début de la saison, de magnifiques invités. Et on n'a pas eu beaucoup de retours de votre part. Donc, on se posait vraiment la question de se dire, est-ce que le samedi soir, c'est pertinent pour vous? Et c'est vrai qu'en échangeant avec quelques auditeurs et puis les membres de la chouette équipe, on s'est aperçu effectivement que le vendredi soir, ce serait peut-être plus pertinent que le samedi soir. Voilà pour la grosse annonce. Autre élément et pas des moindres, on a une énorme surprise ce matin, une chanson spéciale autour de l'énergie de Samhain. Vous le savez, mes très chers enchanteurs, que à partir de demain, donc lundi 21 octobre, Antasia Matin revient. Donc Antasia Matin, c'est une émission spéciale avec des univers orientés autour des préparations des sabbats, notamment, et pas que, mais notamment. Et je sais que la préparation de Mabon vous avez beaucoup plu. Donc, je réitère la chose pour Samhain. Ce sera la même chose pour Yule, etc., Imbolc, etc. Donc là, c'est pour Samhain. Donc, ça commence demain, entre 10h et midi. Et donc, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, donc tous les matins de la semaine. Et en rediffusion l'après-midi, entre 16h et 18h, si jamais vous ratez le matin. Et pour ceux qui ont donc donné des petits dons sur le compte Tipeee, bien sûr, de notre radio, vous aurez les contenus dans le OnDrive, mes très chers enchanteurs. Et pourquoi je vous parle donc de Antasia Matin et de la préparation de Samhain, c'est parce qu'en fait, on a de merveilleux enchanteurs, et oui, qui ont créé une chanson autour du sujet de Samhain. Donc on va passer ça dans quelques minutes, mais avant ça, je vais quand même faire un coucou sur les enchanteurs qui sont sur le chat, parce qu'il y a du monde ce matin. Donc il y a Sylvain qui est parmi nous. Coucou Sylvain, j'espère que ça va bien. Il y a aussi Robert qui est là. Coucou Robert, how are you? Alors Robert, il est toujours là. Hier soir, à un moment donné, on n'était que lui et moi. Même c'est souvent qu'on n'est que lui et moi le samedi soir. Donc merci Robert d'être toujours présent sur le chat et à l'écoute de la radio. C'est vraiment merveilleux. Je t'embrasse bien fort, mon petit Robert. Il y a également Kadarn qui est là. Coucou Kadarn, ça va bien? Il y a Vera qui est là. Coucou Vera. Hey! Les poussins d'étoiles, décidément. Il y a aussi Isilian. Hello Isilian. Ça va bien? Oui. Et il y a aussi Althea qui est là, ma très chère Althea. On te fait plein de gros bisous au passage. Donc venez nous rejoindre, mes très chers enchanteurs, sur le chat pour pouvoir papoter avec les enchanteurs. Alors donc, on va commencer l'émission. On va commencer avec cette jolie chanson qui s'appelle Entre deux âmes. Et comme dimanche dernier, vous aurez une autre version de This is Halloween ce matin. Je pense que c'est une version que vous ne connaissez pas. En tout cas, moi, j'ai découverte cette année, je la connaissais pas. Donc, je pense que vous ne la connaissez pas. Donc, tout au long de la matinée, vous découvrirez donc cette jolie nouvelle version de This is Halloween. Mais en attendant, tout de suite, c'est Entre deux âmes, la chanson bonus de Samhain. Je ne vous dis pas qui l'a créée, je vous laisserai deviner de vous-même. Ensuite, il y aura la guidance féerique donc de la semaine. Une petite chanson et on passera donc notre très chère Vera en live pour sa chronique Witchy Planet. Donc on se dit à tout de suite les enchanteurs pour la suite de l'émission. Plein de gros bisous. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Samhain, instant suspendu entre la lueur vacillante et l'ombre qui vous enveloppe. Samhain, ouverture d'une brèche au plus profond de vous. C'est un temps de dévoilement où, dépouillé de tout artifice, vous vous découvrez enfin tel que vous êtes, sans crainte, sans masque. Les fragiles flammes des bougies deviennent des passages vers votre âme, révélant les cicatrices dissimulées et les désirs refoulés. Dans cette danse silencieuse, entre ce qui fut et ce qui n'a jamais vu le jour, il n'y a ni jugement, ni réponse à attendre. Juste une pause. Un souffle suspendu, où vous vous autorisez, l'espace d'un instant, à être pleinement vous-même. Cet instant envoûtant et suspendu, frontière fragile où les lumières vacillent sans jamais s'éteindre, où l'obscurité devient une étreinte douce plutôt que menaçante.
valise, posée entre deux mondes. Dans ce moment, figé entre vie et mort, entre tangible et invisible, on n'y trouve pas une fin mais une pause où tout semble flotter dans un équilibre précaire, incertain et plus heureux. Chaque timide flamme devient une porte ouverte vers les profondeurs de l'âme, invitant à explorer les ombres que l'on préfère souvent ignorer, cacher, oublier. Samhain, ce moment de révélation où l'on se voit tel que l'on est, nu, sans artifice, sans protection, sans faux semblants. Ce miroir que l'on ose enfin regarder en face sans confiance, non pour y trouver des réponses aux questions silencieuses, mais pour accepter ce qui s'y reflète sans crainte, pour devenir soi-même le temps d'un instant volé. Cette célébration éclaire les recoins délaissés, là où les souvenirs se mêlent aux rêves inachevés. C'est une danse silencieuse entre ce qui fut et ce qui aurait pu être. Et dans cette lumière vacillante, pas de jugement, seulement une vérité simple qui se dévoile, révélant à nos cœurs nos désirs inavoués, refoulés. Les façades de l'âme s'effritent et ce que l'on est, dans toute sa vulnérabilité, se révèle enfin. Les cicatrices se manifestent avec horreur et bonheur. Elles nous rappellent nos combats, nos victoires, se tordent nos yeux pour mieux les accepter, les faire siennes, les chérir pour enfin les guérir. Samhain, ce moment de révélation où l'on se voit tel que l'on est, nu, sans artifice, sans protection, sans faux semblants. Ce miroir que l'on ose enfin regarder en face sans confiance, non pour y trouver des réponses aux questions silencieuses, mais pour accepter ce qui s'y reflète sans crainte, pour devenir soi-même le temps d'un instant volé. Puis l'énergie s'évapore, la flamme se consume, et se fait reconnaissant, parfait, heureux. Nous disons au revoir, merci, je t'aime toujours et encore. Tu resteras auprès de moi, j'en ai conscience. Cependant aujourd'hui j'ai compris, appris, tout est parfait ainsi. Le poids s'envole. Je suis chérie, ici et ailleurs, infiniment. Samhain, cette parenthèse envoûtante m'a révélé cette vérité qui m'est nécessaire. Je n'ai plus peur, l'avenir se déroule sous mes yeux. Nous ne sommes qu'un et cette infinie vérité me permet de souffler, respirer enfin. Samhain, ce moment de révélation où l'on se voit tel que l'on est, nu, sans artifice, sans protection, sans faux semblants. Ce miroir que l'on ose enfin regarder en face sans confiance, non pour y trouver des réponses aux questions silencieuses, mais pour accepter ce qui s'y reflète sans crainte, pour devenir soi-même le temps d'un instant volé. Puis l'énergie s'évapore, la flamme se consume, essoufflé, reconnaissant, parfait, heureux. Nous disons au revoir, merci, je t'aime toujours et encore. Tu resteras auprès de moi, j'en ai conscience. Cependant aujourd'hui j'ai compris, appris. Tout est parfait ainsi. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Et oui les amis, Mystère et Magie réveille l'enchanteur qui est au fond de toi. Merveilleuse cette chanson, merveilleuse, hein. Ça rappelle les souvenirs, hein. Ça me rappelle les premiers temps où j'ai découvert les derniers Trouverts. J'adore cette chanson et j'aime Brocéliande comme beaucoup. Et d'ici quelques minutes, et oui quelques instants, on retrouve donc Vera pour sa Witchy Planet. Mais juste avant ça, eh bien, je voulais aussi vous souhaiter, vous remercier surtout pour tous vos messages d'anniversaire. Vraiment, vous avez été adorables. J'ai reçu des messages partout le 16 octobre. C'était un truc de fou. Alors en plus, on fêtait les 1 an de la radio, hein. Ça fait 1 an, ça y est, que Radio Antasia a ouvert. Et ça fait 1 an qu'on vit plein de belles aventures tous ensemble. Et c'est que du bonheur. On n'oublie pas aussi que le 16 octobre, c'est la fête donc du chaudron, hein. C'est la fête du jour du chaudron. Et il se passe plein de choses, hein, pour la fête du jour du chaudron. Normal, on est en pleine période de Samhain, hein. Alors, autre élément et pas des moindres, je voulais aussi remercier, oui, je remercie beaucoup de monde, hein. Je voulais aussi remercier les tipeurs, parce que vous voyez, au mois d'octobre, on a déjà eu 5 tipeurs qui ont fait de merveilleux dons. Donc un énorme merci à Lunaya, vraiment, pour son joli don, à Althea pour son joli don, merci également à Roxane pour son très joli don, merci à Amandine aussi pour son merveilleux don, et merci aussi à Kadarn pour son merveilleux don. Vraiment, vous êtes superbes les amis.
Donc, si vous voulez aider la radio à son évolution et recevoir en contrepartie de jolis cadeaux, comme par exemple le replay intégral de toutes nos émissions créées par Radio Antasia, pour avoir droit justement au lien du OneDrive, il suffit simplement d'aller sur notre site, radioantasia.fr, et vous aurez donc le lien qui vous dit offrir un don, donner un don, et vous aurez donc l'immense bonheur donc de retrouver la page Tipeee de Radio Antasia. Ah, on a notre merveilleuse Vera qui est là. Coucou Vera. Hello Vera. How are you Vera? Bon, je pense qu'elle a un petit souci de connexion avec son micro. On va attendre un petit peu. Mais dans tous les cas, un énorme merci à tous les tipeurs, parce que vous commencez à être un certain nombre à donner. Donc, vous êtes vraiment des amours. Et je suis en train de voir pour rajouter des nouveaux, comment on appelle ça? Des nouvelles contreparties. Comme je commence à faire pas mal de choses en astrologie, je me suis dit, pourquoi ne pas proposer une contrepartie autour d'une guidance spécifique pour le mois, pour l'enchanteur qui voudra, en plus bien sûr des cadeaux que l'on offre autour des replays audio. Donc je suis en train de vérifier, de voir un petit peu si c'est possible. En tout cas, bien évidemment, si ça vous tente, n'hésitez pas à nous envoyer des petits mails pour nous dire « Oui Alina, oui, on veut que tu rajoutes ça comme contrepartie sur Tipeee, ce serait trop merveilleux. Je veux une guidance personnalisée tous les mois ou un mois en particulier. » Alors par contre, je vois un message d'Ophélie. Moi, je dis merci Torque, Alina et la radio pour le gain. Ah oui, de Pâques dernier, je suis allée au musée dernièrement. C'était très chouette. Je suis contente que les cadeaux te plaisent, notamment celui que tu as gagné, Ophélie. C'est vrai que, alors l'an dernier, on en faisait un petit peu moins. Cette année, deuxième saison, on compte faire des cadeaux chaque premier dimanche du mois aux enchanteurs. Et là, tu vois, au mois de septembre, on a eu un merveilleux cadeau offert pour l'un de nos enchanteurs. Et au mois d'octobre, ça a été pareil avec Zéliane qui a gagné la baguette magique d'Amulus. Non, en septembre, on n'a rien fait, je dis des bêtises. On a commencé en octobre. Et là, par contre, pour le mois de novembre, ça va être un cadeau de... Ah, comment elle s'appelle, la pitchounette? Mystic Moon. Vous voyez qui c'est, Mystic Moon, bien sûr, Aliénor, voilà. Aliénor de Mystic Moon qui va offrir un cadeau pour le premier dimanche du mois de novembre. Et après, j'ai une énorme surprise en cadeau. Je pense que ce cadeau aussi va vous plaire parce que c'est quelque chose d'énorme quand même. Faut pas tritouiller du bouillon, comme on dit. Donc, je pense que le mois de décembre, vous allez être heureux de ce cadeau. En tout cas, je fais en sorte que ces cadeaux-là soient top. Et ah oui aussi, en mois de janvier, je crois, si je dis pas de bêtises, vous allez avoir aussi un énorme cadeau d'Alexandra Gallo. Vous savez, Alexandra qui est là chaque premier dimanche du mois pour son émission autour de la magie d'Avalon. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Vera, tu es là? Ah. Oui, je suis là, tu m'entends? Ah oui, je t'entends, mais c'est merveilleux, oui. ça y est. Merveilleux, tu es là, ma pupuce. Mais oui, je suis là, présente. Et oui, alors tu vois, c'est pas pour rien que j'ai mis la chanson des derniers trous verts. Eh ben oui, exact. C'était tout à fait de bon ton par rapport au thème de ce matin. On est d'accord, parce que dans Witchy Planet, ce matin, on part en Brocéliande. Et oui, je me suis dit, c'est la semaine de ton anniversaire, alors on va t'honorer un petit peu avec ce lieu qui, je le sais, compte pour toi. Oh oui, t'es trop un amour. Merci pour ce joli cadeau. Merci. Donc, on a hâte de découvrir les belles pépites que tu as découvertes autour de Brocéliande. Oui, puisque donc la dernière fois, alors vous le savez, pour cette 3e saison, je vous propose de partir à la découverte des hauts lieux énergétiques et vibratoires de France. Et le mois dernier, nous sommes donc partis visiter le Mont Saint-Michel. Et là, donc, on continue un peu dans le même coin. Et cette fois-ci, on part se promener dans la forêt de Brocéliande. Alors, moi, j'ai une petite question. Alina, je vais te mettre à profit ce matin. Pourquoi Alina de Brocéliande? Est-ce que tu peux nous le rappeler? Ah ben oui, forcément. À la base, mon pseudo, c'est Alina Brown. Alina Brown, parce que je suis une fan d'Harry Potter. Et en fait, quand j'ai découvert Brocéliande, j'ai tellement aimé ce lieu.
J'aime tellement tout ce qui entoure ce lieu, que ce soit les mythes, les légendes, la forêt en elle-même est tellement magique. J'ai vécu plein d'expériences extraordinaires à Brocéliande. Et puis, entre-temps, je suis rentrée en radio, j'ai commencé à écrire des chansons aussi. Et il fallait trouver un pseudo d'artiste. Et je me suis dit, vu que je chante autour de Brocéliande et de sa magie, de tout ce que je ressens, ce que je vis aussi dans cette forêt, mais je me suis dit, Alina de Brocéliande, c'était plutôt sympathique. Donc c'était en l'honneur de la forêt notamment. Ah, donc ça vient de là. Alors moi, ça me surprend pas du tout en fait que ça t'ait inspiré parce que je me suis rendu compte en faisant des recherches pour préparer la chronique que c'est vraiment, on va dire, une source d'inspiration inépuisable. À tout point de vue, la forêt de Brocéliande, et c'est véritablement magique. Alors, la forêt de Brocéliande, c'est donc une forêt qui est mythique, qui est enchantée et qui est citée dans plusieurs textes et qui est donc complètement liée à la légende arthurienne. Et donc, ce sont des textes qui sont datés du Moyen-Âge pour les plus anciens, qui vont donc mettre en scène, vous le savez tous, des personnages illustres comme Merlin l'Enchanteur, les fées Morgane et Viviane, le roi Arthur, ainsi que les chevaliers de la Table Ronde. Et d'après ces récits, la forêt de Brocéliande héberge le Val sans retour, où la fée Morgane piège les hommes infidèles jusqu'à être déjouée par Lancelot du Lac. Et dans ces textes, on va aussi y retrouver la fontaine de Barenton, réputée pour faire pleuvoir. Et ces deux lieux, on va s'en rendre compte quand on va avancer dans notre visite, ce sont des lieux qui existent véritablement à la forêt de Brocéliande qui se situe en Ille-et-Vilaine, la fameuse forêt de Pimpon. Alors, en fait, la forêt de Brocéliande, son origine, elle est un petit peu, on va dire, difficile à tracer. Déjà, ce qu'on peut se dire, c'est que déjà le premier texte, si on aborde l'aspect historique qui mentionne à proprement dit la forêt de Brocéliande, c'est dans le roman de Roux. C'est en fait un ouvrage qui relate l'histoire des ducs de Normandie et qui a été rédigé par un poète et historien normand qui s'appelait Wace en 1160 à la demande d'Henri II Plantagenet, qui était le roi d'Angleterre et qui souhaitait en fait asseoir sa filiation normande parce qu'il souhaitait justement dominer le duché de Bretagne qui était alors troublé à cette époque. Et en fait, Henri II Plantagenet, il a demandé ça à Wace parce que quelques années avant, il y avait eu Geoffroy de Monmouth, qui était un évêque gallois et qui avait donc rédigé, lui, l'histoire des rois de Bretagne, donc Historia Regum Britanniae, ainsi que la vie de Merlin. Et ça, c'était en 1138 et en 1149. Et déjà à l'époque, cet écrit avait rencontré un très vif succès. En fait, c'est pas non plus Geoffrey de Monmouth qui a inventé la légende arthurienne, puisque, vous le savez sans doute, la légende arthurienne, c'est finalement en fait une légende qui relève de la tradition orale et depuis le 5e siècle après Jésus-Christ en Bretagne, cette tradition orale, elle raconte justement la résistance menée par un certain Artus, seigneur de Camelot, qui résidait près de Londres et qui était entouré de preux chevaliers réunis dans une confrérie, celle de la Table Ronde. Et leur but, c'était justement de défendre coûte que coûte leur possession face aux invasions barbares. Et progressivement, au fil des siècles, en fait, les récits aussi se sont transformés, associant toujours la résistance de ces preux chevaliers, mais aussi la quête du Graal. Donc là, on voit aussi que tout doucement, la légende arthurienne devient finalement un médium de la christianisation. Et donc, à un moment donné, ces traditions orales, ces récits qui se racontaient lors des soirées de veillée autour d'un feu, ont été mis en écrit par certains auteurs, dont justement, comme je disais, Geoffrey de Monmouth, mais par la suite également, et à des fins plutôt politiques, le fameux poète normand Wace, et
également par Chrétien de Troyes à l'occasion de son récit Yvain ou le chevalier au lion, qui a également mis en écrit donc cette fameuse légende. Mais c'est dans le roman de Roux que on va citer à proprement dit Brocéliande pour la première fois. Et on peut dire que alors on pense que Wace la positionnait déjà en fait au niveau de la forêt de Paimpont. Il se serait même rendu sur place, alors que Chrétien de Troyes, lui, dans son œuvre, la situe plutôt en Grande-Bretagne. Et puis, la première revendication, on va dire, physique de cette forêt légendaire, eh bien, ça va être à travers un autre écrit encore qui s'appelle « Usements et coutumes de la forêt de Brécilian » et qui aurait été écrit donc au château de Compère par un certain Laurence. Et puis donc, ces revendications physiques, elles vont évoluer au fil des années. Certains vont dire que la forêt de Brocéliande de la légende arthurienne, ce serait plutôt à la forêt de l'Orge dans les Côtes d'Armor. Puis dans les années 1850, différents auteurs vont donc la placer plutôt dans la forêt de Paimpont, en Ille-et-Vilaine. Et puis encore plus loin, au XIXe siècle, d'autres théories vont postuler qu'elle se trouve dans la forêt de... Alors, vous me pardonnerez, hein, les Bretons, hein, on va dire ma mauvaise peut-être prononciation, mais donc dans la forêt de Hulgot, du Gavre, de Dole, à Paul ou encore en Normandie, donc notamment près du Mont-Saint-Michel. Et puis, il y a encore une autre version qui dit que la forêt de Brocéliande, eh bien, n'existe pas du tout et que c'est un lieu universel et symbolique qui, finalement, est tellement universel que n'importe quelle forêt à travers le monde pourrait être, on va dire, sa propre forêt de Brocéliande. Alors, voilà pour, on va dire, un petit peu vous resituer la légende arthurienne, mais aussi la légende de la forêt de Brocéliande. Alors, on peut aussi pencher sur son étymologie, et comme d'habitude, vous n'allez pas être surpris, mais il y a plusieurs versions. Donc, l'étymologie, elle est incertaine, mais celle qui est finalement, on va dire, la plus connue et peut-être, on va dire, la plus admise, c'est le fait que ça viendrait de l'ancienne forme bréchélian, qui serait basé donc sur le brittonique bré, qui signifie colline, et suivi d'un nom d'homme qui serait donc en fait Cilian ou Sulian. Et donc ça pourrait être en fait finalement ça pourrait désigner une motte castrale, c'est-à-dire en fait une colline détenue par justement un seigneur. Et une autre version dit que ça viendrait des racines celtiques et galloises, donc breu signifiant colline, et Célian viendrait de Ziglens qui signifie marécage, et puis qui donc pourrait tout à fait décrire je dirais le lieu, donc la colline au marécage, puisque en forêt de Brocéliande, en forêt de Paimpont, vous allez retrouver à plusieurs endroits des marécages. Donc voilà pour on va dire l'origine. Et puis la forme francisée Brocéliande, elle est bien plus tardive et elle pourrait être basée sur bro qui signifie pays en breton. Mais là, il faut donc attendre Chrétien de Troyes pour justement la trouver comme variante. Donc voilà par rapport à l'étymologie. Et puis maintenant, moi, ce que je vous propose, c'est tout simplement de partir du principe que c'est en forêt de Paimpont que nous allons chercher notre Brocéliande et d'aller justement la visiter. Alors Alina, est-ce que toi, tu y es allée récemment en forêt de Paimpont? Alors tout récemment, non. Même si j'habite à côté maintenant, en fait, je remarque que plus tu habites près d'un lieu, moins tu y vas. Quand j'étais à Lyon, j'y allais tout le temps et là, j'y vais beaucoup moins. Parce que forcément, je découvre aussi des choses dans d'autres coins de région, notamment les Pays de la Loire. Et c'est aussi très, très beau. Par contre, c'est Hulgoat. Hulgoat, ah bah voilà, parce que mon Hulgoat, voilà, moi je suis partie de goat, tu sais, chèvre en anglais, bah voilà, je fais la chèvre. Et tout à fait. Et je vois ton plan magnifique. D'ailleurs, au passage, les amis, hein, ceux qui ont le compte Tipeee, il y a déjà tout dans le OneDrive. Donc, et puis, par contre, ceux qui veulent avoir le plan de Vera, il ne faut pas hésiter à lui écrire. Hein, donc, vera@radioantasia.fr. Et je vois dans ton plan que tu as cité le lieu que je préfère, en fait, à Brocéliande. Lequel? La carrière de la Marette.
Ok, ok. Et là-bas, en fait, ce qu'il y a vraiment de beau, c'est qu'effectivement, tu as des petites pierres hein, qu'on voit sur ce petit terrain. Et Oui. puis surtout, en fait, tu peux laisser des vœux. Et en fait, le but, c'est de rajouter une petite pierre à chaque fois et de faire un vœu. Et tu peux aussi laisser des objets, en fait, que tu peux cacher hein, sur les quatre coins de ce terrain. Et en fait, à chaque fois que je vais à Brocéliande, je commence toujours par aller à ce lieu et je termine toujours par ce lieu. Oui, cette fameuse esplanade sacrée hein, Tout qui, à fait. À ouais. côté, justement, c'est ce que tu disais de la fontaine de Jouvence. Ouais. Oui, elle est juste à côté. Ouais, effectivement. Elle est moins, je trouve, la fontaine de Jouvence. Alors bon, enfin, moi, à mon époque, il y avait des grillages autour. Donc Ouais, peut-être c'est que... toujours le cas, Ah, bah, apparemment. voilà. Ok, donc ça fait moins Ça fait magique. pas trop rêver, quoi. On est d'accord. Par rapport à la fontaine de Barenton, où là, effectivement, tu en prends plein les mirettes et tu n'oses même pas taper hein, sur la pierre de peur qu'il y ait le tonnerre qui arrive. Et c'est marrant parce qu'on dit ça, parce que, je sais pas si tu le sais, mais il y a une sorcière très, très, très connue en Écosse qui est réputée comme étant eh bien, la sorcière qui apporte le tonnerre, en fait. Quand elle se présente, elle apporte le tonnerre. Je sais pas si tu connais Nick Niven. Ah non, non, pas du tout. Bon, j'en parlerai dans Fantasia Matin parce que c'est une sorcière qui est en relation avec Samhain, notamment en Écosse. Et elle est aussi très, très fusionnelle par rapport à Hécate. Et donc, c'est la sorcière, effectivement, qui apporte le tonnerre. Et à chaque fois que je pense à Nick Niven, je pense aussi à la fontaine de Barenton. Et à ce moment où, justement, quand tu tapes sur la pierre, eh bien, le tonnerre apparaît. C'est un peu comme si Nick Niven était aussi en Brocéliande quelque part. Ah. Donc voilà, mais c'est vrai qu'il y a vraiment, enfin, il y a tellement, enfin, sur on va dire un espace qui est quand même assez concentré. Bon, même si finalement la Foix de Pimpon c'est quand même très grand, hein, c'est grand comme Paris, oui. Mais c'est vrai qu'il y a une concentration de lieux à visiter, et magique. C'est vraiment impressionnant. Et puis même pour chaque lieu, tu retrouves en fait tellement de variantes au niveau des légendes que c'est même difficile d'opérer un choix. Enfin, moi, quand j'ai justement préparé la chronique, j'ai essayé de choisir, on va dire, un petit peu le mainstream, donc on va dire la légende, on va dire un peu la plus parlante, mais c'est vrai qu'à chaque fois, quand tu croises des sources, tu découvres encore plein d'autres détails, et c'est vrai que... notamment ce que tu évoquais par rapport à la fontaine de Barenton, voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Mais on va justement tout doucement rentrer progressivement dans la visite de ces lieux, et surtout n'hésite pas, Alina, à justement aussi commenter, pour toi qui connais très très bien cet endroit. Enfin, en tous les cas, la forêt de Pimpon. Excuse-moi, oui. Je vais te couper. En fait, tu marques le château de Compère pour le château de Trécesson ? Alors, parce que là aussi, ce lieu est juste dingue. Il faut aller voir, les amis. En plus, maintenant, on peut visiter l'intérieur. J'y ai été. Je peux vous dire que ça promet du bouillon. Et c'est là-bas que j'ai fait les plus beaux textes de mes chansons aussi en connexion à la forêt. Donc, moi, je l'appelle château de Trécesson. Mais en fait, oui, il y a les deux châteaux, mais alors j'ai pas su. Je crois que c'est peut-être un seul et même château, c'est possible ça? C'est parce que moi, il me semble que le château de Compère, c'est l'autre château où justement tu as la dame, t'as le lac. La Dame Blanche. Oui, la Dame Blanche, pour moi, c'est. La Dame Blanche, hein. Je suis peut-être trompée de château. C'est fort possible que j'ai inversé les deux noms, parce qu'en fait, je n'ai pas mis Trécesson, je n'ai pas mis non plus le manoir du Tertre. Oui, je me suis dit que tu pourrais nous en parler, parce que ça, je sais que c'est un sujet qui intéresse aussi beaucoup les gens. Mais en fait, il y avait tellement, on va dire, de lieux à mettre en avant que, bon, du coup, j'ai un petit peu opéré les choix. Mais là, tu vois, je me suis pris un peu les pieds dans le tapis. Ça, c'est quand on n'est pas du coin. Mais je confirme, en fait, vous verrez dans le plan, la dernière photo que tu mets, en tout cas, c'est le château de Trécesson. Oui, je pense que je me suis trompée en fait de photo. Donc, mais ça, je ferai du coup la petite modification, et je pourrais d'ailleurs rajouter le château de Trécesson, parce que j'avais en fait des sources. Donc voilà, donc tu pourras le republier sans souci. Okay. En tous les cas, par rapport à la forêt de Pimpon, en fait, elle était donc appelée forêt de Brécilian jusqu'au XVe siècle.
Et c'est au 18e. Après, c'est par la suite qu'en fait, elle a été renommée Paimpont en même temps que la ville du même nom a été créée. Et donc, ça se trouve donc dans le département d'Ille-et-Vilaine, à environ 30 km au sud-ouest de Rennes. Et comme je vous le disais, c'est une forêt qui fait près de 9000 hectares. Donc, c'est un massif forestier qui est assez dense et qui est en tous les cas, qui fait l'objet d'une mosaïque assez singulière parce qu'on va avoir un mélange de bois, de différents types de landes, des landes sèches, des landes humides, des étangs, des terres agricoles, des habitats. Donc, au niveau de la forêt, c'est principalement une chênaie hêtraie, donc vous allez trouver des chênes, des hêtres notamment. Et puis c'est un sol constitué de grès armoricain et de schiste pourpré, donc c'est du schiste rouge. Et concernant le climat, c'est un climat sans surprise qui est océanique, et ce qui fait que c'est très venteux, avec des vents d'ouest et de sud-ouest. D'ailleurs, l'endroit était assez renommé pour ses moulins à vent, et je crois, Lina, du coup, qu'on trouve encore quelques vestiges de ces moulins où on fabriquait la farine de blé noir et de froment. Tout à fait, notamment au château de Tressesson. Et ben voilà. J'ai vraiment l'ajouté celui-là. Ah oui, non, le château de Tressesson, c'est vraiment le lieu à voir. Et si vous devez dormir quelque part, allez au manoir du Tertre. Pour moi, c'est les 2 lieux les plus hallucinants de la forêt. C'est pas de bol, c'est vraiment les 2 que j'ai pas mis dans le plan. Ah, c'est pas grave. Voilà. Et alors, ce qui est aussi quand même très, ce qui est très marquant, vous le savez sans doute, c'est que la forêt de Paimpont, la forêt de Brocéliande, eh bien, elle est principalement privée. Elle appartient à 90% à quelques propriétaires privés, et il y a seulement en fait 10% qui est géré donc par l'ONF. Et c'est ce qui fait que du coup, en fait, on peut pas vraiment circuler librement dans la forêt. Donc ça fait que c'est difficile de vivre une expérience dans la forêt de Brocéliande complètement immersive, parce que souvent on est amené à contourner en fait finalement les abords de la forêt, parfois même à se retrouver sur les routes départementales si on y va en mode rando. Enfin, en tous les cas, les propriétaires ont quand même autorisé du 1er avril jusqu'à la fin du mois de septembre la fréquentation des sentiers de randonnée. Donc ça permet quand même d'y faire des choses, mais voilà, c'est ce qui fait que c'est pas comme dans certaines régions, on a une forêt qu'on va pouvoir, on va dire, traverser comme bon nous semble. Là, il y a quand même, on va dire, ces contraintes-là. Et puis après, il y a la période de la chasse aussi. Donc, il y a aussi cet aspect-là qui rentre en ligne de compte, quoi. Et puis, en fait, ce qui va profiter à la forêt de Paimpont, c'est surtout le tourisme, et ça depuis le 19e siècle, puisque finalement, c'est à partir du 19e siècle qu'il y a tout un tas d'auteurs qui vont écrire sur l'imaginaire de Brocéliande et sur justement son assimilation à la légende arthurienne. Et puis, cette assimilation, elle s'est même institutionnalisée, puisque la communauté de communes va porter ce nom, la Comcom de Brocéliande, et qui est même elle-même regroupée au sein d'une structure encore plus grande qui s'appelle le Pays de Brocéliande. Et donc on va retrouver, on va dire, cette appellation on va dire, ça va se décliner sur toute l'identification des lieux, les sentiers pédestres, etc. Et puis surtout, on va dire, toutes les activités qui sont proposées là-bas. Donc, ça va évidemment, on va dire, attirer tous les gens qui sont passionnés de l'histoire du roi Arthur et des chevaliers de la table ronde, mais aussi tous les adeptes de ce qu'on appelle le néopaganisme, puisqu'il y a toute une économie quand même qui s'est développée par rapport à ça. Et c'est ce qui fait aussi que quand vous arrivez dans Paimpont, alors déjà, l'accès est très simple, puisque vous allez pouvoir, depuis l'aéroport ou la gare de Rennes, vous y rendre en voiture ou même en bus, puisque il y a un bus qui fait la navette jusqu'à Paimpont. Mais comme je vous le disais, soit vous y allez en mode randonnée, mais il faut avoir un peu de temps devant vous, ou si vous voulez vraiment tout faire, ou alors il faut être, on va dire, véhiculé, il faut être motorisé pour aller d'un lieu à l'autre. Alors, je ne sais pas si tu le confirmes, Alina, toi qui habites vraiment dans le coin. Oui, alors effectivement, alors je ne sais plus là aujourd'hui si c'est pareil, mais effectivement à l'époque ça l'était.
Et a priori, oui, c'est toujours le cas. Donc voilà, donc ça peut être bien de louer une voiture ou de venir avec votre voiture si vous avez vraiment l'ambition de faire tous les points d'intérêt de la forêt de Brocéliande. Après, si vous vous restreignez, on va dire à tel ou tel endroit, et éventuellement vous pouvez le faire aussi en randonnée. Mais comme je vous le disais, parfois vous allez être tenu de passer par de longer des routes départementales, ce qui n'est pas forcément super agréable pour pouvoir faire votre circuit. En tous les cas, quand vous arrivez à Paimpont, déjà au niveau de l'hébergement, il n'y a aucun problème. Alors Alina, tu nous conseillais le manoir du Tertre. Donc ça, c'est une bonne adresse à noter. Mais sinon, en tous les cas, sur la commune de Paimpont, il y a déjà une aire de camping-car. Donc si vous venez en van ou en camping, eh bien voilà. Et puis sinon, il y a toute une offre d'hébergement pléthorique, et puis voilà, des choses les plus classiques sur des logements les plus insolites. Mais ce qui est en tous les cas vraiment charmant dans Paimpont, c'est ces petites maisons en grès des Côtes d'Armor qui sont vraiment typiques. Et puis un bourg qui est charmant, avec évidemment beaucoup de commerces, d'artisanat, de librairies spécialisées, orientées ésotériques, et puis surtout plein d'activités à faire, puisque j'étais encore sur le site de l'Office de tourisme et je regardais donc de l'Office de tourisme de Brocéliande. Et je voyais notamment les activités qui étaient proposées, et toutes les semaines, mais quelle que soit la saison, il y a des choses à faire. Je voyais qu'ils proposaient des bains de sylvothérapie, beaucoup de balades en compagnie de conteurs. Voilà, des conférences autour de la sorcellerie, de la magie, voilà, donc vraiment énormément de choses. D'ailleurs, le site de l'Office de tourisme est super bien fait, donc n'hésitez pas, si vous envisagez de visiter Brocéliande, d'aller faire un petit tour sur ce site-là. Et puis quand vous arrivez dans Paimpont, le bourg il épouse le contour d'un étang qui s'appelle l'étang de Paimpont, qu'on appelle aussi l'étang de l'abbaye. Et puis là, non seulement vous avez des activités nautiques qui sont possibles, de la planche à voile, du pédalo, du canoë, mais surtout vous allez aussi pouvoir justement faire un petit tour à l'abbaye de Paimpont, qui est vraiment très très impressionnante d'apparence. Et en fait, l'abbaye de Paimpont, c'est un ancien prieuré du 7e siècle qui a été construit par Saint Judicaël. Mais ce que vous allez voir aujourd'hui, c'est en fait une reconstruction qui date du 13e siècle. Et en tous les cas, cette abbaye, elle est vraiment magnifique. Et vous pourrez même contempler le trésor de l'abbatiale, qui comporte de belles pièces d'orfèvrerie, et notamment un superbe reliquaire en argent. Donc ça, c'est voilà, dès que vous arrivez à Paimpont. Mais ensuite, vous pourrez peut-être, on va dire, déjà projeter d'aller faire un tour dans le fameux Val sans retour, comme je vous disais. C'est déjà en fait dans le roman de Roux que ce Val sans retour, ainsi que la fontaine de Barenton, est cité. Alors le Val sans retour, c'est quoi? C'est un petit vallon qui est situé non loin du petit bourg de Tréorenteux. Alors, est-ce qu'on dit, Alina, Tréorenteuc ou Tréorenteux? Je crois que c'est plutôt Tréorenteux, non? Alors moi, je dis Tréorenteuc. Après, voilà. La plus douée, mais... j'ai tout faux ce matin. non, mais après ça, c'est moi qui dis Tréorenteuc. Mais est-ce que c'est Tréorenteuc? Ça, je peux pas te dire. Eh ben, on va faire un sondage parmi les Bretons là, qui sont dans le chat là. Si c'est Tréorenteuc ou Tréorenteux. Il y a Pascal qui est là en plus. J'ai entendu les deux, quoi. Ah, t'as entendu les deux? Ouais, mais je sais pas, du coup, tu sais, c'est après, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est bien dit, je ne saurais dire. Lunaya qui dit Alina a raison. Ah voilà, donc c'est Tréorenteuc. Allez, voilà. Hop, donc ça c'est bien noté. Ça va, alors je suis une brocéliandaise, ça va quoi, je suis une brocéliandaise quoi. Ouais, c'était pas un piège, hein. Mais forcément, je m'appuie. En tout cas, Tréorenteuc, pour moi, Tréorenteuc, c'est le lieu pour Witches, plus que Paimpont. Ouais. Paimpont, c'est sympa, t'as des noms magnifiques, voilà, autour de la table ronde, etc., la fée Vivienne, tout ça. Mais je trouve que ça fait beaucoup plus commercial, tu vois. Oui, d'accord, ouais. Alors que Tréorenteuc, ça fait plus nature.
Et moi, je peux te dire, j'ai des souvenirs à Trarentok. Encore une fois, ça a un petit peu changé, ça a évolué. Mais moi, à l'époque où j'y allais, dans les 2010-2014, il n'y avait pas toute l'affluence d'aujourd'hui. Et on buvait notre thé donc dans une maison, en fait, autour d'un jardin, comme si tu étais à la maison, en fait, chez les gens. Et en fait, c'était une vraie boutique qui vendait des livres, des choses comme ça. C'était hyper cosy, c'était hyper naturel. Je sais pas comment expliquer. C'est un autre monde. Et puis c'est là-bas qu'il y a l'église, surtout hyper connue. L'église du Graal, ouais. Ouais. Et c'est vraiment beau. Et c'est par là-bas que tu passes aussi pour aller au Val sans retour. C'est pas loin. On n'est pas loin aussi une autre maison très connue par les gens du coin, qui est aussi hantée. Et donc toute une famille de génération en génération ont repris ce lieu et on dit que ce lieu est hanté. Le petit moulin là, en fait, une sorte de, c'est pas vraiment un moulin, c'est comment dire, c'est une tour en fait qui est hantée et qui est à l'entrée en fait de Trarentok. Et moi à chaque fois que je vois ce lieu, je suis toujours dans un état pas possible tellement je trouve magnifique ce lieu. Je te montrerai des photos. Ah bah avec plaisir. Parce que c'est vrai que le Trarentok, c'est effectivement par rapport à Paimpont qui est plus touristique, on va dire, hein, et puis qui est plus grande aussi. Là, a priori, c'est seulement 100 habitants, donc c'est vraiment tout petit. Et comme tu le disais, c'est vrai que les gens, ils vont y aller. Pourquoi? Parce que c'est déjà le point de départ, en fait, vers le Val sans retour, pour aller se balader là-bas, mais aussi pour aller voir le fameux Arbre d'Or, hein, qui est on va dire qui est un truc récent, hein, puisque c'est en fait une sculpture qui a été créée dans les années 90 suite au ravage, on va dire, d'incendie qui avait touché justement la forêt. Mais c'est vrai que même si c'est une œuvre qui est assez décriée puis qui a été pas mal vandalisée, elle attire quand même beaucoup les gens parce que c'est vrai que visuellement ça laisse quand même un certain effet, hein, puisque c'est un arbre calciné qui a été recouvert de 5000 feuilles d'or. Donc ça, c'est le fameux arbre d'or. Je vous en parle parce que voilà, c'est un peu moins witchy, mais ça attire pas mal les gens. Et effectivement, à Trarentok, vous allez avoir l'église du Graal qui est en fait un édifice religieux chrétien, hein, qui semble exister depuis le 7e siècle, et qui a été en fait rénové de 1942 à 1962 par le fameux abbé Gillard, qui était en fait un curé de campagne assez libre d'esprit. D'ailleurs, son action a été un peu... il a eu quelques ennuis quand même avec son évêché, et parce qu'en fait il a vraiment recréé, on va dire, cette église pour en faire une passerelle entre la foi chrétienne, les évangiles et le cycle arthurien à travers la légende du Graal. Et quand vous allez dans cette petite église, hein, qui est ouverte tous les jours d'ailleurs, vous allez pouvoir y voir un chemin de croix exceptionnel, avec en particulier la 9e station, vous allez voir le Christ qui tombe au pied de la fée Morgane, donc c'est quand même très particulier. Vous allez voir aussi cette fameuse mosaïque avec le cerf blanc qui symbolise Jésus, entouré de 4 lions qui sont en fait les évangélistes, hein, près de la fontaine de Barenton. Donc ça, c'est une très célèbre mosaïque. Vous avez un grand vitrail aussi avec Joseph d'Arimathie qui a une vision, celle du Saint Graal. Vous allez avoir le tableau des chevaliers de la table ronde qui est vraiment unique, hein. C'est sans doute la seule église qui possède un tel tableau. Et puis vous allez avoir les phrases énigmatiques placées par l'abbé Gillard, comme une phrase peinte qui dit que la porte est en dedans, dans le chapitre de l'église, et aussi sur le portail du cimetière, les lettres de l'alpha et l'oméga qui symbolisent le commencement et la fin. Et au niveau vibratoire, justement, eh bien, c'est une église, on voit bien que que ces bâtisseurs maîtrisaient bien l'art du sourcier, puisque au niveau du cœur de la chapelle, eh bien, c'est traversé par un cours d'eau souterrain et sur une faille géologique. Et donc on sait que ce mix-là va justement en fait expanser l'énergie dans ce type de lieu. Ça, vous connaissez bien, hein, ce type de principe qu'on retrouve souvent dans tous les lieux de culte. Donc, et puis alors le Val sans retour, comme tu le disais justement, Alina, eh bien c'est le domaine de la fée Morgane. Et puis vous allez pouvoir y voir le fameux rocher des faux amants, qui serait en fait le fruit de la fureur de Morgane, qui a pétrifié le chevalier Guiomard, dont elle était éperdument amoureuse, mais qui l'a trompé avec une autre jeune femme. Et effectivement, elle avait jeté un sortilège sur tout le Val, et c'est Lancelot du Lac qui arrivera en fait à rompre le charme et libérer tous
tous les prisonniers, tous les infortunés qui se sont vus enfermés par le sortilège de la fée Morgane. Et puis c'est là aussi, on va voir justement cette fameuse crête de schiste où on va voir le fameux siège de Merlin et où la légende raconte que Merlin venait à la tombée de la nuit s'asseoir justement dans cette espèce de creux qu'on va retrouver dans l'enrochement. Donc ça, effectivement, le Val sans retour, c'est vraiment l'endroit emblématique. Et puis, vraiment, l'endroit aussi qui... Alors, comme je pense qu'on n'aura pas le temps de voir tous les lieux, je vais opérer un petit peu des choix. Alors, vous parlez justement de la fontaine de Barenton, puisqu'elle est, comme le Val sans retour, citée dans le roman de Roux. Et donc, c'est l'un des plus célèbres lieux de la forêt de Brocéliande. Alors, c'est une source d'eau qui est connue depuis la période antique, parce qu'elle aurait des vertus miraculeuses. On dit qu'elle aurait la faculté de guérir la tuberculose et les maladies mentales. D'ailleurs, le petit bourg qui est juste à côté s'appelle Folle-Pensée, donc c'est assez marrant. Et on pense que ces vertus, elles auraient une origine cosmotellurique. C'est, on va dire, aussi confirmé ou conforté par le fait que l'eau semble bouillonner occasionnellement, alors que la température de l'eau, elle reste constante, toujours à 10 degrés. Alors maintenant, on sait en fait d'où vient ce phénomène. Ce sont en fait des bulles d'azote qui remontent à la surface. Mais certains considèrent que la fontaine, elle répond aux sollicitations magnétiques des visiteurs. Et il y a effectivement toute cette légende autour de l'orage et de la pluie qui dit que justement il fallait en fait verser de l'eau sur le perron. Alors le perron, c'est en fait la grande pierre qui quelque part, on va dire, surplombe, on va dire cette fontaine. Et on dit aussi que c'est sur ce perron que Merlin venait s'asseoir pour méditer, pour composer ses formules magiques. Et c'est là aussi qu'il aurait rencontré la fée Viviane, dont il tomba amoureux. En tous les cas, sur le plan énergétique, il y a plusieurs auteurs, notamment Alain Baucher et Claude Roparts dans Brocéliande secrète, qui disent que le Val sans retour a vraiment un potentiel énergétique assez incroyable de par sa situation sur le courant tellurique. Mais que, par contre, la fontaine de Barenton, elle est, a priori, elle a une onde de vie qui est assez faible. Voilà, donc eux pensent que c'est parce qu'il s'y est pratiqué, en fait, beaucoup de choses occultes. Voilà, par rapport à la fontaine de Barenton, mais c'est vraiment, en fait, un endroit vraiment incontournable. Et puis, ce qui est aussi... alors, de quoi je pourrais vous parler? Alors, peut-être, moi, mon chouchou, ce sera en fait le jardin aux moines. Alors, est-ce que tu t'es déjà rendu dans le jardin aux moines, Alina? Oui, tout à fait. De toute façon, tous les lieux que tu cites, je les connais. Ah, bah voilà. Oui. Et donc, le jardin aux moines, c'est en fait un ensemble mégalithique que vous allez retrouver sur la commune de Néans-sur-Yvelle. Et donc, c'est un ensemble qui date entre 3000 et 2500 avant Jésus-Christ. Et en fait, visuellement, c'est en fait un ancien tertre qui va avoir une longueur de 27 mètres sur à peu près 6 mètres de large et qui est en fait entouré de 27 petits blocs de quartz et de schiste rouge dressés. Et en fait, il y a, la légende raconte que autrefois des moines de la région, ils passaient leur temps à festoyer avec des seigneurs locaux, donc c'est vraiment un lieu de bamboche et pire que ça, on va dire, et qu'un jour de débauche, Saint-Méen, qui est donc celui qui a priori construit l'édifice qui était avant l'abbaye de Paimpont, les a surpris et a tenté en fait de les ramener à plus de raison. Mais les moines vont le chasser et vont se moquer de lui et donc ils ont le droit à la punition divine puisqu'ils ont été en fait pétrifiés, changés en pierre sur le lieu même de leur ripaille. Donc ça c'est une légende, mais il y en a bien d'autres aussi par rapport à ça. Mais en tous les cas, si vous êtes intéressé aussi par l'aspect en fait énergétique, c'est vraiment en fait un lieu où tous les auteurs qui ont écrit des livres sur la Bretagne et justement ces endroits-là le conseillent, puisqu'a priori il y a vraiment une vibration exceptionnelle. Et notamment, il y a un auteur très connu qui vient d'Alsace, qui s'appelle Adolphe Landsberg, qui est un contemporain, qui vit toujours, mais qui doit être, je pense, assez âgé, qui avait fait en fait différents relevés radiesthésiques là-bas et qui a dit qu'en fait ces vibrations sont tellement exceptionnelles que c'est vraiment celles d'un ancien lieu sacré.
et que c'était sans doute, d'après lui, un lieu d'enseignement initiatique et spirituel, et que pour se charger en bonnes énergies, il conseille vraiment de se placer sur la pierre qui semble être un petit peu l'autel, et qu'il a relevé comme une cheminée cosmotellurique. Et puis dans un autre ouvrage, encore toujours avec Alain Baucher et Claude Ropart, il cite aussi le jardin aux moines comme étant en fait véritablement un vortex, donc vraiment un lieu de passage d'un monde à l'autre. Alors, est-ce que c'est ce que tu as pu aussi ressentir, Alina, dans ce lieu? Alors, je n'ai pas testé ce fameux lieu tellurique là où il faut se positionner à un endroit clé. Ça, je l'ai fait sur une autre forêt qui s'appelle la Petite Brocéliande dans le sud de Lyon. Parce qu'il y a une autre forêt qui s'appelle la Petite Brocéliande aussi. Par contre, je ne savais pas tout ce que tu m'expliques là ce matin sur le jardin aux moines. Mais c'est vrai que quand on s'y rend, c'est magnifique. C'est magnifique. On ressent un apaisement surtout, mais on est surtout happé par l'histoire très ancienne du lieu. Hein. C'est quand même des pierres qui datent de très 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 longtemps. Et de voir ça, en fait, c'est juste magnifique, quoi. Surtout quand on s'intéresse à tout cet univers comme le nôtre. Mais moi, c'est vraiment en fait un lieu qui. Alors, en fait, si tu veux, moi, j'ai préparé aussi cette chronique parce que je vais y aller en fait cet été pour aller voir des amis. Donc, je me suis dit, ben tiens, ça me permet en fait aussi de m'immerger, de préparer un petit peu aussi mon plan de visite. Et c'est vrai que celui-ci, en fait, j'ai vraiment flashé. Enfin, ça a l'air vraiment d'être enchanteur. Et enfin, il y a tellement de lieux en tous les cas. Ce qui est vraiment notable, c'est que finalement, dans la forêt de Brocéliande, on retrouve toujours imbriqué, c'était cette notion d'assimilation dont je parlais, c'est que finalement, vous avez énormément de lieux mégalithiques qui ont été en fait réassimilés dans la légende arthurienne. Et c'est ça en fait qui est vraiment, c'est toujours cet ascenseur en fait qui est vraiment très particulier et puis qui est vraiment très chouette. Et notamment, vous avez encore le lotier de Viviane, hein, qu'on appelle aussi le tombeau des druides ou encore la maison des fées, qui est aussi une construction mégalithique, qui est au sud-ouest de la forêt et qui, elle aussi, serait en fait vraiment un lieu d'une vibration exceptionnelle. Et c'est surtout en fait le lieu où la légende en fait la demeure de la fée Viviane, et c'est là où elle retiendrait l'enchanteur Merlin dans une prison d'air. Puisque ceux qui connaissent la légende savent peut-être que donc c'est en forêt de Brocéliande que Merlin tombe amoureux de la fée Viviane. Et puis au fil de leur rencontre dans la forêt, en fait, il va lui livrer ses secrets de magie. Et lors de son dernier voyage, sa dernière rencontre, il lui dévoile comment emprisonner un homme à tout jamais grâce à un puissant sortilège. Et un jour, en fait, Merlin s'endort à côté d'un buisson d'aubépine, et puis Viviane va s'approcher et va en fait tracer autour de lui un cercle magique avec sa guimpe. Donc c'est sa pièce de tissu qui couvre la tête. Et puis par 9 fois, elle va tourner autour de lui et pour effectuer son rituel. Et c'est ainsi qu'elle va en fait l'enfermer dans une prison d'air sans chaîne ni muraille. On dit que c'est la prison de l'amour de la fée Viviane pour Merlin. Et on dit que par nuit de grand vent, on entend des plaintes qui pourraient être celles de Merlin l'Enchanteur et qu'on l'entend dans tout le Val sans retour. Et en fait, certains disent que finalement, ces complaintes seraient le lointain souvenir de tous les druides, les bardes, les ovates et les druidesses qui ont habité jadis la forêt, puisque évidemment, c'est aussi un lieu où pendant des millénaires, on a justement pratiqué l'ancienne tradition. Donc ça, Lotier de Viviane, c'est vraiment aussi un lieu qui est, on va dire, vraiment incontournable. Alors peut-être, Alina, comme on a déjà un petit peu dépassé le timing, j'en aurais encore plein d'autres des lieux dans ma petite liste. Mais est-ce que toi, tu voulais encore justement parler du château de Tricesson ou du manoir du Tertre un peu davantage? Oui, alors juste avant, je voulais aussi te dire, si tu comptes aller à Brocéliande, va voir le Hêtre du Voyageur. Oh, ah bah celui-là, je ne l'avais pas dans ma liste, tu vois. Alors parce que le Hêtre du Voyageur, en fait, de plus en plus, cet arbre est connu de par les touristes, mais en fait déjà le lieu est tellement atypique que pour savoir qu'il y a cet arbre-là qui est là, c'est assez caustique, parce qu'on n'imagine pas un arbre aussi ancien qui est là. Et moi, je l'ai découvert, cet arbre, quand je me suis rendue les toutes premières fois à Brocéliande en compagnie donc, de Antinous et d'Andranos, où justement on a découvert le nouveau propriétaire du manoir du Tertre. Donc c'est pour ça qu'il y a un lien avec le manoir du Tertre et le Hêtre du Voyageur, parce que le Hêtre du Voyageur n'est pas loin du manoir du Tertre, notamment. Ah,
Ah bah écoute, ça je me note, ouais. Donc, Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'arbres remarquables en fait, forêt de Pimpon. Alors, ce qu'il y a de particulier C'est avec fou. le Hêtre du Voyageur, alors, si jamais vous allez sur ma chaîne YouTube, vous verrez ma chanson Brocéliande, justement où je suis devant le Hêtre du Voyageur, donc comme ça vous pourrez voir à quoi il ressemble. Mais en fait, il est dit, et souvent moi je le constate, en tout cas ce sont les gens du coin qui font ça, les gens qui sont dans notre milieu et qui font ça, quand tu mettras ta main donc tout en haut de cet arbre, il y a un petit recoin caché en fait dans la branche, enfin dans le tronc. Et en fait, souvent on trouve des trésors en fait, des personnes qui laissent des cadeaux en fait, des offrandes à l'arbre, ou alors pour la personne suivante qui viendra honorer le Hêtre du Voyageur. Donc attention, parce que moi j'ai eu des échos de certaines personnes qui m'ont dit avoir découvert des trucs un petit peu space. Donc voilà, c'est à y aller par parcimonie, mais généralement ça se passe plutôt bien. Et comme on peut pas voir ce qui se cache dans ce petit renfoncement, ça fait que c'est la surprise, quoi. Ah, tu Donc, sais pas sur quoi tu vas tomber en fait. Un truc bizarre. N'y va pas quand il pleut, parce que forcément c'est moins gai, quoi. Mais ouais, c'est un petit truc à faire qui peut être sympathique, et je te passerai les coordonnées, parce que on les passe pas non plus publiquement à tout le monde, sinon il y aurait vraiment beaucoup de monde au Hêtre du Voyageur, et c'est un arbre qu'il faut protéger. Oui, parce qu'en fait, a priori, il y a beaucoup d'endroits aussi où, en fait, comme c'est situé sur des propriétés privées, enfin, il y a beaucoup on sait qu'il y a beaucoup d'endroits en fait auxquels on n'accède pas et qui sont tout aussi finalement magiques que ceux qui sont connus et accessibles. Mais c'est vrai qu'il y a aussi, il y a énormément d'histoires autour de ces arbres, et notamment il y a le chêne de Guillotin aussi. Oui. Enfin, il y a beaucoup d'arbres remarquables en fait, et rien que pour ça c'est aussi magnifique. Et puis il y a encore plein de lieux. Il y a le tombeau du géant, il y a le miroir aux fées, il y a le château de Compère, il y a le château de Précession, le manoir du Tertre. Donc vraiment en fait il y a de quoi faire. Il y a véritablement de quoi faire en forêt de Brocéliande. Miroir aux fées, il est pas loin justement de l'arbre d'or. Oui. T'as l'arbre d'or en face, t'as le miroir aux fées à droite, et à gauche tu avais aussi une magnifique cascade il y a quelques années en arrière, avec un petit ruisseau, tu vois, qui continuait en fait au niveau qui passait en dessous, et qui continuait sur la droite avec le miroir aux fées. D'ailleurs, le miroir aux fées, pour info, c'est le nom qui a été donné par les jeunes de l'école. D'une école, Voilà. Une école, ouais. C'est une légende qui a été rajoutée. Donc, oui, qui date de la fin des années 90, qui n'est pas une légende, on va dire, aussi ancienne que les autres, notamment avec l'histoire des 7 fées. Ouais. Ouais. Ça aussi, il faut le savoir, parce qu'on est tellement happé par toutes les histoires qu'on nous raconte qu'on croit que c'est une histoire vraie, mais en fait, c'est une histoire qui a été rajoutée. C'est très très beau au passage, mais ce n'est pas une vraie histoire du lieu. Et donc, ce que je disais, en fait, donc sur la gauche de l'arbre d'or, il y avait donc une cascade, il y a fort longtemps. J'ai des photos qui le prouvent, parce que forcément, j'y allais très souvent il y a une période. Et j'y suis allée il y a 1 an à Brocéliande, et j'étais choquée parce que je m'attendais à voir cette cascade en fait qui coule à gauche de l'arbre d'or avec ce joli ruisseau comme d'habitude, et là il y avait plus d'eau. L'année dernière il y avait plus d'eau. Donc je sais pas si on a des enchanteurs qui sont allés récemment, est-ce qu'ils ont vu cette cascade avec le ruisseau à gauche de l'arbre d'or, mais moi je l'ai plus vu l'année dernière, donc ça m'a un petit peu choquée. Je me suis dit, mais ça veut dire que l'eau est de moins en moins présente à Brocéliande, tu vois. Ouais, c'est possible, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de programmes de protection. Enfin, on imagine bien qu'en plus, avec le réchauffement climatique, il y a des impacts sur la forêt. Donc, c'est possible que ce soit lié à ça, quoi. Donc, en plus, il y a aussi la forêt qui a été brûlée là il y a quelques mois en arrière. Oui. C'était assez impressionnant, et donc moi j'y suis allée justement en voyant une partie de la forêt totalement brûlée. Donc, c'est assez, perturbant en fait quand on connaît Brocéliande depuis autant d'années, qu'on s'y rend depuis autant d'années, de voir ça. Pareil aussi, là où c'est moins féerique qu'avant, c'est le Val sans retour. Avant, il n'y avait rien au Val sans retour. Vraiment rien. Et parce que je pense qu'il y a dû y avoir des accidents, des choses comme ça, ils ont rajouté des poteaux avec des filets, des fils, tu vois, qui nous permettent de créer un chemin pour éviter de passer un peu des garde-corps comme ça, quoi. Voilà. Ouais. Et ça, avant, il n'y avait pas. Avant, il n'y avait rien, en fait. C'était vraiment des lieux très, 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 très naturels. Et ça évolue, mais pas... Ça évolue de manière, pour les touristes, en fait. Ça devient limite un zoo, quoi. C'est ce que je ressens. Après, peut-être que je suis dure, mais par rapport à ce que j'ai connu par le passé,
Enfin, Pascal pourra me dire, s'il connaît bien Brocéliande. Moi, je trouve que ça a beaucoup changé. Voilà. Mais j'ai l'impression que c'est ce que beaucoup de gens qui connaissent bien le lieu s'accordent à dire, c'est qu'il y a quand même, on va dire, forcément une dégradation aussi du fait de la surfréquentation touristique. Donc ça impacte en fait finalement le côté sauvage et la magie du lieu, quoi. Je veux dire, quand tu imagines qu'il y a des millions de personnes qui s'y rendent chaque été, c'est vrai que c'est forcément ça va jouer. Puis il y a quand même aussi un regain, je crois, ces dernières années aussi autour de tout ce qui est de toutes ces légendes-là, et donc quelque part la forêt est un peu victime de son succès. Trop même. Et après, moi, je suis contente pour les gens du coin parce que ça leur fait du travail, il se passe plein de choses magnifiques. L'été, ça pullule tellement il y a du monde. Les parkings sont blindés de chez blindés. Enfin, c'est fou. Et moi, ce que je vous conseille vraiment, si vous voulez vraiment vivre la magie de Brocéliande, allez-y hors saison. Allez-y entre 2 saisons. Généralement, au printemps, c'est vraiment super. On voit des animaux en liberté, des animaux sauvages. On a vu avec mon mari des sangliers. On a flippé même d'ailleurs. Les sangliers. Il y a de quoi, surtout s'il y a des marcassins autour. Tout à fait. Enfin, c'est vraiment magnifique. Donc pour moi, mes yeux, le mieux, c'est au moment de Samhain, donc en automne et en juin. Voilà, c'est vraiment les 2 périodes pour moi où il fait bon encore et on voit justement cette forêt dans toute sa beauté. Par contre, en plein été, je sais bien que c'est bien l'été parce que tout le monde est en vacances, etc. Il fait beau, mais il y a trop de monde. Il y a trop de monde. Et tu veux te connecter à la magie de la forêt, tu veux ressentir des trucs, tu peux pas en fait. Impossible. T'entends, j'adore les enfants, tout ça, mais t'entends les enfants qui hurlent, ce qui est normal, ils sont contents, ils sont dans la nature, mais toi, tu veux te connecter vraiment à une parcelle de cette forêt, c'est un peu compliqué, quoi. Donc, moi, je vous conseille vraiment déjà hors saison, et si vous y allez en plein été, évitez le week-end, quoi. Tout simplement. Ah bon, moi malheureusement ce sera en plein été, je crois que c'est le pire des week-ends, mais c'était parce qu'en fait voilà, c'est une rencontre, enfin pareil, quand tu dois, tu sais, réunir tout un tas de gens, tu choisis la date où les gens sont en vacances, donc voilà, mais bon, ce sera déjà une bonne première immersion. Et puis c'est vrai que moi je me suis dit aussi, tu vois, par exemple le miroir au fait, il disait justement qu'en automne, enfin cette période-là c'est juste magnifique, donc c'est vrai que ça donnait vraiment envie d'aller dans le coin à cette période-là, j'imagine bien. Oui. Enfin, ça donne envie en tous les cas. C'est vraiment un chouette endroit. Il y a aussi Hulgoat. Je peux vous dire, Hulgoat a été beaucoup plus préservé. D'ailleurs, il y a Vincent Lauvergne qui va souvent à Hulgoat faire des sessions de formation là-bas. D'ailleurs, on le recevra prochainement, là, au mois de novembre, dans le Réveil des Enchanteurs. Hulgoat, c'est vraiment le lieu aussi par excellence de Brocéliande, enfin, de la Bretagne. On dit aussi que Hulgoat est une partie de Brocéliande. Il y en a certains qui disent que c'est Brocéliande, Hulgoat, par rapport à la forêt de Paimpont. Oui. Autre élément, pas des moindres, si vous allez à Paimpont et que vous vous demandez où est la forêt de Brocéliande, il y a des gens du village qui disent « ça n'existe pas, la forêt de Brocéliande, c'est la forêt de Paimpont ». Alors soyez pas surpris, à moins qu'ils aient changé entre-temps de maturité, etc. à ce niveau-là. Mais moi, j'ai eu des retours d'auditeurs qui me disaient avoir été à Paimpont, qui demandaient la forêt de Brocéliande, et en fait, on leur disait « c'est pas la forêt de Brocéliande, c'est la forêt de Paimpont ». Donc soyez pas surpris si jamais ça vous arrive aussi. Voilà, je pense que c'est avec, comme on disait, c'est tellement institutionnalisé. Maintenant, ils ont vraiment repris pour eux ce terme de Brocéliande, parce que finalement, c'est ce qui fait le marqueur touristique et un peu marketing aussi, et ce qui fait que ils sont connus dans le monde entier, quoi. Parce que c'est ça aussi, c'est que finalement, c'est pas juste limité en fait à la France ou éventuellement même à la Grande-Bretagne, c'est que c'est vraiment connu à travers le monde, la forêt de Brocéliande, et c'est quand même la forêt de Paimpont qui est la plus communément admise comme étant celle de... En fait, on peut se dire, on ne sait pas trop si c'est finalement la forêt de Paimpont qui a finalement en fait inspiré les auteurs qui ont écrit sur Brocéliande ou inversement. Mais c'est sans doute en fait les deux. Donc c'est... mélange les deux. En tous les cas, c'est... Lunaya qui dit qu'elle a été en janvier et du coup, il y a plein de trucs fermés. C'est vrai, je comprends Lunaya. Que quand on va à Brocéliande, ce qu'on aimerait voir, c'est qu'il y ait de la vie, des choses comme ça. Mais moi, connaissant les deux côtés de cette forêt, le côté où il y a beaucoup de monde et le côté beaucoup plus introspectif et
et cocooning, je préfère en fait y aller dans les moments où tout est fermé, en fait, plutôt que d'y aller où tout est ouvert et il n'y a aucun respect. Parce qu'il y en a beaucoup, ils jettent des immondices par terre. Il y a très peu de poubelles, faut le savoir. Donc les gens, irrespectueux, ils jettent des trucs par terre. Donc, il y a des cris partout. Ça n'a rien à voir, c'est pas du tout la même ambiance. Mais après, je peux comprendre, quand on connaît pas la forêt, on a envie que tout soit ouvert, c'est un petit peu comme quand on va dans un lieu très touristique, les fêtes foraines, une chose comme ça. On a envie de tout voir, de tout découvrir. Moi, j'entends, j'ai été la première. Donc, il faut vraiment tester les deux et vous verrez. C'est un peu comme Venise aussi. Venise, tu y vas en plein été, t'es foutu. Moi, je te le dis. Ah oui, là, t'as de quoi être dégoûté. Et tu y vas hors saison à Venise, ça n'a rien à voir. Ça a rien à Ouais, mais voir. c'est toujours pareil, c'est vrai. En fait, c'est tous ces lieux qui sont très touristiques, quoi. Donc, en fait, on est tous en train de se dire que en fait, on fera le tourisme quand on sera en retraite, quoi. Le tourisme intelligent. On va pouvoir faire tous ces lieux-là tranquillement plus tard, mais ouais, ça teste. Et bon, en tous les cas, je le testerai en plein été, Et puis on s'est déjà dit là avec mon conjoint qu'on essaierait de le faire justement hors saison aussi tranquillement, quoi. Ouais. D'accord. Bon écoute, en tout cas c'était merveilleux de t'entendre parler de Brocéliande. Franchement, c'était trop trop beau. Merci pour ce joli cadeau. Vraiment. Et avec plaisir. J'espère que ça vous aura donné quelques petites informations. Puis moi, ça m'aura permis de déjà en fait m'immerger, préparer un peu mon road trip. Et oui, puis je te donnerai plein de bonnes adresses, t'inquiète pas. Avec plaisir. Et puis je te remodifie du coup le plan. Le plan, il n'y a pas de problème. Plein de gros bisous à toi, Vera, et on te dit au mois prochain. Allez, gros bisous à tous, et puis passez un bon dimanche. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Et oui les amis, Mystère et Magie réveille l'enchanteur qui est au fond de toi, et on se retrouve donc pour la suite et la fin de cette merveilleuse émission. Et je suis avec donc Iséliane. Coucou Iséliane. Et bonjour tout le monde. Ça va bien? Et très bien, et toi? Eh ben écoute, ça va. Désolée, on a un petit peu tardé avec Vera, mais c'est vrai qu'on parlait de Brocéliande. Des Brocéliande, waouh, rock'n'roll. Eh ben oui. Mais en même temps, moi aussi j'écoutais, je voyais pas vraiment l'heure, donc du coup, t'inquiète. Bon tant mieux. Alors ce matin, mon très cher Iséliane, tu vas donc nous parler du cyprès de Provence, associé aussi au signe de la Balance. Oui, tout à fait. Je continue la série, donc là, on est dans le mois de la Balance. Donc j'ai fait quelques recherches sur la Balance. J'ai découvert des trucs parce que c'est pas un signe que je connaissais bien. Je crois que à part toi, je connais pas trop d'autres balances. Enfin, si, il y a ma meilleure amie, mais c'est pas pareil. Et c'est vrai que en regardant, il y a vraiment des trucs que j'ai retrouvés sur toi et c'était assez rigolo. Quoi, par exemple? Ah tu verras bien. Ok. Et écoute, on t'écoute, oui. Ouais, et du coup, j'ai cherché une petite huile qui marchait avec et j'en ai trouvé une. Voilà. Donc, tu me diras, parce que je fais toujours appel à toi en qualité d'expert d'astro, puisque moi, je découvre. Et je vois que ça te plaît, parce que si tu fais ce genre de chronique, c'est que cet aspect-là te plaît. Disons qu'au départ, j'étais plus, quand j'ai réfléchi à cette chronique, j'étais plus en mode qu'est-ce qui pourrait intéresser les enchanteurs. Et je me prends au jeu, ouais. T'as vu ? Je me prends au jeu. Quand on commence l'astrologie, on est foutu, les amis, moi je vous le dis. Je suis pas encore à lire les thèmes comme toi, quand même. Bon, après, c'est du boulot. Moi, ça fait quand même quelques années que je suis passionnée par ce sujet. Donc, à force, on arrive, je te rassure. Tout à fait. Bien, la balance. La balance, fidèle à son nom, ça va chercher l'équilibre partout. Dans les relations amoureuses, amicales, professionnelles. Elle est toujours d'accord avec tout le monde. Voilà, elle apaise les choses, la balance. Donc,
parfois, elle peut paraître un peu lisse, la balance, parce que elle est pas punchy, il y a rien en face, en fait. Puisqu'elle va être d'accord. Mais pourquoi? Mais parce qu'en fait, elle ne veut pas et elle déteste le conflit. Elle a horreur de ça, la balance. Aussi bien monsieur que madame. Donc, Madame Balance, elle est sociable, elle est spirituelle, hein. Pour elle, ce qui est hyper important, c'est le rapport aux autres. Alors, ce qu'elle aime bien, c'est la quantité de conversation. Elle aime beaucoup quand il y a beaucoup de monde autour d'elle et que elle est un peu au milieu. Elle aime bien briller, la Balance. Madame Balance, elle a besoin d'être vue, elle a besoin d'être remarquée. Du coup, parfois, elle peut être perçue comme superficielle ou pas très sérieuse. Mais attention, c'est le piège, hein, parce que c'est largement sous-estimé ses capacités intellectuelles et son habileté à tisser un réseau social. Parce que pour arriver à mettre tout le monde d'accord, c'est du taf. Et Madame Balance, elle s'éclate là-dedans. Ça stimule son esprit qui est déjà très très acéré, très pointu, très fin. Madame Balance aussi, elle porte une grande importance aux notions d'équité, de justice. En amour, elle sait se montrer sensuelle, charmeuse, mais elle ne peut être stimulée que par un partenaire qui va savoir communiquer. La communication dans le groupe pour Madame Balance, c'est primordial. Il faut aussi l'amuser et la divertir. Mais si vous voulez séduire une Madame Balance, il va falloir faire preuve de tact. Et puisqu'elle met beaucoup d'énergie à faire preuve de tact envers tout le monde, donc elle attend la même chose pour elle. Et puis surtout, il faut lui porter énormément d'attention à Madame Balance. Monsieur Balance, lui aussi, il aime beaucoup le partage et les grandes discussions. Il est très sociable, il s'intéresse beaucoup aux autres. Et lui, il n'aime pas du tout les conflits. Quitte même à changer de position et à adopter des positions qui sont contraires à ses convictions, juste pour fuir une joute verbale. C'est typiquement le « oui, d'accord, t'as raison ». Le Balance, il va peser le pour et le contre avant d'agir. Il est particulièrement perspicace. Et lui aussi, il a un esprit assez acéré. Mais parfois, il va attendre que la situation se règle d'elle-même ou faire confiance à notre signe pour régler la situation. Il peut se montrer rancunier, susceptible et possessif. Et lui aussi, pour lui, l'attention, c'est quelque chose de très important. Il va faire beaucoup attention aux autres, donc il attend qu'on fasse attention à lui. En amour, c'est un gentleman. Il est galant, il est sentimental, il ne cherche que le bonheur de sa moitié. Il peut se montrer très imaginatif et très prévenant. Par contre, il peut avoir tendance à s'appuyer sur son partenaire pour assumer certaines de ses propres obligations. Et pour cela, il va flatter, il va compenser avec des petites attentions qui tombent toujours juste. Il va être cajoleur, il va faire des compliments. Juste, je t'arrête. Est-ce que tu sais pourquoi il tombe toujours juste? Parce qu'il analyse beaucoup. Voilà. Et donc, s'il analyse beaucoup l'autre, c'est qu'il s'intéresse à l'autre. C'est ce que je dis depuis le début. On est d'accord. Donc, pour la Balance, l'autre, c'est primordial. Oui, donc communiquer, échanger, être entouré de personnes franches aussi, surtout, et cash. Et tout à fait. C'est Voilà. un signe d'air. Hein. Ouais, voilà, donc la communication, c'est la crème de chez crème. C'est ça. Mais tout en harmonie, parce que dès que c'est pas harmonieux, il y a un problème. Tout à fait. Et moi, je sais que mon mari aussi est balance. En plus, c'est une vraie balance. Mon mari, il y a plein de planètes. Quand vous avez plus de 3 planètes avec le même signe, vous êtes ce qu'on appelle une puissance XXX de votre signe. Et je le constate même chez mon mari, quoi. Il est comme ça. Il n'aime pas les gens qui sont fourbes, qui vont te faire de grands belles choses par devant, et puis par derrière vont te critiquer à mort. Et puis moi, je suis pareil. Moi, j'ai horreur de ça aussi. Et surtout,
suivant comment ton Mercure va être aussi positionné dans ton thème, eh bien, tu vas avoir des sortes de cadeaux, de tips, de manière de communiquer, où tu vas pouvoir percevoir les gens qui sont faux avec toi. Tu le savais, ça? Non, ça, je savais pas. Super pouvoir, ça. Ouais. C'est merveilleux. Surtout pour une balance. Donc, je te laisse continuer, pardon. Ouais. Et donc, en fait, t'as un peu dit ce que j'allais. La suite, en fait, c'est que Monsieur Balance, il va s'épanouir avec quelqu'un qui va le complimenter, qui va faire très attention à lui, autant que lui fait attention à l'autre. Hein. Mais surtout, il faut que la personne soit loyale. Ça, c'est primordial. Ça passera pas. Quelqu'un qui est fourbe, ça passera pas avec un Balance. Le grand défaut des balances, ça découle immédiatement de leur principale qualité. Hein. Pour conserver leur réseau social et l'attention de l'autre, parfois ils peuvent se montrer de mauvaise foi, flattés par excès, voire même être parfois un petit peu obséquieux. Mais pas fourbes. Ils vont aller dans le sens de l'autre pour pouvoir éviter un conflit, tout simplement. Par contre, le lieu commun qu'on dit sur la balance, c'est qu'ils ne savent pas se décider. C'est vraiment un lieu commun. Hein. La balance, c'est pas qu'elle sait pas se décider, c'est qu'elle va observer et analyser et elle va prendre le temps pour ça. Longtemps. Parfois, beaucoup trop longtemps. Donc, si vous connaissez des personnalités du signe de la balance, pour résumer, on peut dire que la balance, elle a besoin de communiquer beaucoup et particulièrement dans son couple. Il peut avoir un intérieur très raffiné. Il aime beaucoup la musique, n'est-ce pas, mademoiselle Alina? Il peut mettre longtemps à prendre une décision, même peu importante, mais c'est pas de l'indécision, c'est tout simplement on va peser le pour et le contre. Il est très à l'aise en société. Il est excellent pour aplanir les conflits dans une équipe. Un peu charmeur. Parfois, jugement un peu hâtif. Parfois, un peu s'arrêter aux apparences. Il supporte très très mal la solitude et il n'aime pas trop les surprises. Est-ce que je me trompe, Alina? Non, tu es dans le vrai. En tout cas, pour ma part, tu es dans le vrai. Oui, toi, t'aimes pas les surprises, on le sait. Alors, ça dépend. Hein. Si, j'aime les surprises quand elles sont jolies, hein, bien sûr, comme beaucoup de personnes. Oui. Oui. En fait, j'ai du mal à accepter les cadeaux. C'est ça qu'Isilène essaye de dire. Voilà. Je ne balancerai pas, Alina. Mais je me fais offense, voilà, depuis de plus en plus, j'accepte les cadeaux qu'on m'offre et c'est vrai que c'est compliqué parce que j'aime beaucoup donner aux gens mais j'ai du mal à recevoir. Et mon mentor m'expliquait en astrologie parce qu'il a fait mon thème vraiment puissance de feu et j'ai pu comprendre plein de choses aussi d'analyse autour des thèmes notamment et c'est vrai que moi j'ai le chiffre 8 qui ressort beaucoup, c'est mon chiffre en fait de vie et donc j'ai l'énergie du 8 dans ma vie et le 8 on sait ce que c'est en fait, si on empêche l'énergie de passer, c'est-à-dire que toi tu donnes mais tu n'acceptes pas le retour, c'est compliqué en fait pour que cette énergie passe correctement. Voilà. Donc il faut accepter autant que tu donnes, autant tu reçois. Tout le temps. Donc petit à petit, vous voyez, depuis même quelques mois à peine, je fais l'effort, je me dis c'est important, c'est nécessaire, je donne, tu me rends, j'accepte que tu me rends, mais c'est pas évident. Et je pense que je suis pas la seule, on est beaucoup comme ça. C'est vrai. N'est-ce pas? Voilà. Oui. Ouais, bien vu. Et oui. Bon, en même temps, je balance, c'est normal que tu renvoies. Normal. Mais je sais même pas si tout le monde a compris que j'avais renvoyé là, donc il y a que toi qui as compris, je pense. Bah oui. Ok, donc du coup j'ai choisi pour ça l'huile essentielle de cyprès, puisque l'huile essentielle de cyprès, tout le monde l'associe, enfin le cyprès, tout le monde l'associe au deuil, à la mort et tout ça, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Donc le cyprès, Cupressus sempervirens, ce qui simplement veut dire le cyprès, toujours vert, tout bêtement. Donc on l'appelle le cyprès commun, le cyprès sempervirens, le cyprès toujours vert, le cyprès d'Italie, de Provence ou encore le cyprès méditerranéen. Attention, il existe beaucoup de cyprès
et beaucoup d'huile essentielle de cyprès. Donc moi, je vais vous parler du cyprès de Provence ou cyprès toujours vert. Ça dépend. Les marques d'huile essentielle utilisent ces deux termes. C'est un arbre qui est d'origine d'Asie mineure, qui s'est acclimaté un peu partout dans l'hémisphère nord, mais il est très présent dans le bassin méditerranéen. On a cette image, vous savez, de la Toscane avec des cyprès, un long chemin dans les champs de céréales, enfin tout ça. Voilà, mais il est un peu partout. Il résiste à la grande chaleur, mais aussi à la grande fraîcheur. En dessous de -20, il aime pas, mais au-dessus, ça lui pose pas de souci. Hein. Donc, -20, déjà, nous, on n'est pas bien. Bah, le cyprès, lui, il va bien. L'arbre, les plus grands spécimens peuvent atteindre jusqu'à 30 mètres de haut. C'est immense. Hein. Et jusqu'à 2 mètres de circonférence. J'en ai jamais vu des si gros, personnellement. Hein. Il est très ramifié, sauf sur le bas, sur le tronc, tout simplement. L'écorce est brune-grise, assez fine et caractéristique de tous les pins, hein, très crevassé. On va trouver deux types de cyprès. La forme horizontale, qui a un aspect vraiment très pyramidal avec des branches assez étalées, ce qu'on appelle le cyprès mâle, et la forme très élancée, très fine, qui ressemble à une colonne ou à un pinceau, qu'on va dire cyprès femelle. Le cyprès femelle, bah, il y a des représentants mâles et femelles. Hein. Enfin, c'est juste une appellation. Hein. Le bois, il est très apprécié des ébénistes parce qu'il est quasiment imputrescible. On raconte même que l'Arche de Noé était construite avec ce bois. D'ailleurs, tous les peuples de la Méditerranée marin, donc les Phéniciens, les Grecs, les Égyptiens, ils l'utilisaient pour construire leurs navires. Mais aussi les portes des temples et certains meubles précieux, à cause de cette qualité justement de stabilité de l'arbre. Et tous les cercueils, enfin beaucoup de cercueils étaient réalisés dans ce bois, et systématiquement le cercueil des papes est réalisé dans ce bois. C'est probablement pour ça qu'on l'a associé au deuil. Évidemment, il y a une petite légende là-dessus. Donc il va être associé à Hadès, évidemment, Artémis, mais aussi Aphrodite. Et la légende, c'est la légende de Cyparis. C'est un beau jeune homme, un descendant d'Héraclès, qui est aimé d'Apollon. Dans d'autres versions, il va être aimé de Zéphyr, un des 4 vents, ou bien de Sylvanus chez les Romains. Le dieu va faire cadeau à son amant un de ses cerfs sacrés, ainsi que d'un javelot magique, puisque Cyparis, il adore la chasse. Et un jour, Cyparis va partir à la chasse et au lieu de chasser un cerf classique, va se tromper et il va tuer son cerf sacré, son compagnon à 4 pattes. Et il va être tellement triste qu'il va jamais s'en remettre et il va demander à son amant, à Apollon, de lui permettre de pleurer son compagnon pour l'éternité et que ses larmes coulent éternellement. Donc Apollon, la mort dans l'âme, va accéder à la requête du jeune homme et va le transformer en cyprès. Et donc le jeune homme va donc acquérir l'immortalité des dieux sans passer par les enfers, d'où ce lien avec la mort. Donc l'huile essentielle de cyprès, elle a un caractère assez masculin, elle a une odeur très masculine et on va être sur la verticalité de l'arbre, l'ancrage, l'ouverture, comme l'arbre. C'est-à-dire qu'il va nous aider à avoir la tête dans les étoiles, les pieds sur terre, mais le cœur avec les hommes. Il va montrer ce qui doit être vu, il va vous élever vers le ciel et il va vous inviter à aller toujours plus haut. Comme l'arbre, c'est un doigt qui montre le ciel. Il est souple, mais il ne ploie et ne casse jamais tout en restant ancré dans la terre. C'est une barrière qui arrête toutes les tempêtes. Voilà pourquoi on en fait des bordures. Il va border les cultures, les routes, mais aussi les cimetières. Et il va calmer les problèmes d'indécision, va clarifier les idées, aider à dissiper les angoisses et l'insécurité, les anxiétés, en apportant de la confiance face à l'adversité et en allant affronter les risques réels ou pas de la vie courante. En thérapeutique,
C'est un expectorant, comme beaucoup de résines grâce à l'alpha-pinène. Je vous en ai déjà nombreuses fois parlé de l'alpha-pinène. Elle va elle va réguler la sécrétion des branches et va stimuler les glandes à mucine, ce qui va permettre de pouvoir sécréter du mucus qui va faire partir tout, puisque c'est le rôle du mucus. C'est un excellent décongestionnant veineux. Donc vous allez retrouver pas mal d'huile essentielle de cyprès dans tout ce qui concerne les lotions de jambes lourdes et tout ça, ou les œdèmes veineux. C'est un anti-inflammatoire, hein. C'est pas le meilleur, mais il marche bien. Un antiviral et un anti-infectieux, puisque l'alpha-pinène, en fait, c'est un antiviral, et plus une huile contient d'alpha-pinène, plus elle est antivirale. Donc l'huile essentielle de cyprès, en fonction des chémotypes, en contient entre 40 et 65%. Donc on a affaire à un bon antiviral quand même. Un antifongique et un antibactéricide et un bactéricide, comme pas mal de résines. Son utilisation, bon, elle est plutôt facile d'utilisation. Elle est utilisable par tout le monde, à part les femmes enceintes et allaitantes et les nourrissons de moins de 3 mois. C'est pas parce qu'elle est facile d'utilisation qu'il faut pas faire attention. En application cutanée, il est préconisé de bien la diluer parce qu'elle a quand même un effet dermocaustique si elle est utilisée pure. Donc attention, si vous vous mettez de l'huile essentielle de cyprès sur les doigts lorsque vous faites vos mélanges, lavez-vous bien les mains très très vite parce qu'elle est quand même dermocaustique. Et elle peut être irritante si elle n'est pas bien diluée. Voilà. Donc il faut vraiment la diluer à 20%, mais vraiment au max du max. En inhalation ou en diffusion, elle est très bien, mais il va falloir l'utiliser en synergie. En diffusion. En inhalation, on peut mettre quelques gouttes sur un mouchoir, il n'y a pas de souci. Pur. Les personnes asthmatiques et épileptiques, comme d'habitude, doivent demander un avis médical avant d'utiliser cette huile. Elle est œstrogène-like, donc elle va pouvoir imiter certaines hormones féminines. C'est pour ça que dans les propriétés magiques, elle est considérée comme féminin, alors que j'arrête pas de vous dire que son odeur est masculine. C'est un petit peu le paradoxe de cette huile. Comme je vous ai dit en début de chronique, là je vous parle bien de l'huile essentielle de cyprès sempervirens ou de cyprès de Provence ou de cyprès toujours vert. Les autres cyprès sont toxiques. Donc si c'est pas spécifié sur l'étiquetage, les 3 que je viens de vous dire, ne le prenez pas parce que c'est une huile de cyprès qui peut être potentiellement dangereuse. Comme toutes les huiles essentielles, il va falloir le conserver dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur, de l'humidité, ne pas le laisser le produit à la portée des enfants, comme toujours. Pour les propriétés magiques, donc on est du genre féminin. On est régi par Mercure, évidemment, et Saturne, évidemment. On est sur de l'air et de la terre, et les pouvoirs sont l'amour, la paix, la sexualité. Les usages magiques, on va s'en servir pour la longévité, la guérison, le confort et la protection. L'huile essentielle de cyprès, c'est l'huile de situation de crise. Elle va vous aider, ça c'est l'utilisation première, à passer le cap d'une perte, particulièrement un deuil. Quelques gouttes sur un mouchoir quand vous partez à un enterrement ou un petit morceau d'argile qui est conçu pour, ça peut vous aider à passer le cap de l'épreuve. Des obsèques, c'est toujours une épreuve et ça peut vous soutenir. Tout comme les feuilles ou les cônes de cyprès, le cyprès peut servir, l'huile essentielle de cyprès peut servir dans les huiles ou les encens de guérison ou de dévotion aux divinités telles que Artémis, Apollon, toutes les divinités chthoniennes, Hécate, Hébé, Isis, Sylvanus, Zeus, Mitra, Astoret, Zoroastre, Isis, Osiris, et je vous en passe, toutes les divinités qui ont de près ou de loin qui sont liées au deuil. Le bois de cyprès est particulièrement adapté pour faire une baguette aux vertus thérapeutiques. Donc pour
collecter la branche, c'est Cunningham qui nous donne la procédure. Il va falloir s'armer de patience. D'abord, il va falloir demander la permission à l'arbre. Ça, c'est primordial. S'il vous l'accorde, vous allez entailler une branche légèrement et vous allez revenir très régulièrement pour agrandir cette entaille. Ça va durer 3 mois. Pourquoi? L'arbre va insuffler de l'énergie à cette branche, de l'énergie de guérison. Et vous allez perturber cette énergie. Donc, l'arbre va stocker dans cette branche toute son énergie vitale. Au bout de 3 mois, vous allez finir par avoir une entaille qui va être tellement profonde que vous allez pouvoir récolter la branche. Là, très important, souvenez-vous de Cyparis qui pleure éternellement. La branche, il va falloir la faire sécher. Cette branche, elle va exuder de la sève. Donc, si vous voulez pas avoir de la sève poisseuse, de résineux sur les mains quand vous allez utiliser la baguette, faites-la sécher. Parce que sinon, vous allez vous retrouver avec cette sève qui est vraiment très désagréable sur les mains. Et ça va sécher très longtemps. Très, très, très longtemps. On peut parler d'années, parfois. Une fois qu'elle est bien sèche, cette baguette, elle ne doit servir que à la guérison. Que à ça. Vraiment. N'utilisez rien d'autre. Un sort de guérison. Vous utilisez cette baguette. Tout autre sort, une autre baguette. Mais pas celle-là. Et donc, pour nos balances. Quel rapport avec nos balances? Nos balances, elles vont trouver dans le cyprès une aide pour prendre des décisions. Alors, donc, je vais vous donner une petite recette. Ça marche aussi pour les autres. Vous n'êtes pas obligé d'être balance pour faire cette petite recette. Ça marche pour tout le monde. Mais pour les balances, c'est pas mal. Donc, c'est un petit bain rituel. Donc, vous allez prendre un demi-verre de lait, n'importe quel lait. Alors, si c'est du lait entier, c'est mieux. Mais avec du lait demi-écrémé, ça marche aussi. Il faut un lait gras. Donc, le lait de chèvre a peut-être pas trop marché. Mais enfin, il y a du gras quand même dedans. Les laits végétaux, le lait d'avoine, c'est pas très gras. Donc, ça va pas être terrible. Préférez plutôt un lait de coco ou un lait gras. Donc vous allez mettre 3 gouttes d'huile essentielle de cyprès, 2 gouttes de bergamote et 2 gouttes de romarin. Pourquoi le lait? Le gras du lait va aider à rendre les huiles essentielles dispersibles dans l'eau, tout simplement. Donc il existe des petits comprimés qui s'appellent les disperses qui peuvent très bien remplir l'affaire, mais tant qu'à faire, on peut faire avec du lait, c'est beaucoup plus naturel. Vous allez faire couler votre bain. Normalement, il faut qu'il soit un peu chaud quand même. Et une fois qu'il est coulé, vous allez verser votre demi-verre de lait avec les huiles essentielles dans le bain. Les vapeurs aromatiques vont agir sur vous. Il faut rentrer dans votre baignoire avec votre questionnement et puis surtout profiter du bain et vous détendre. Et quand vous allez sortir de votre bain, vous aurez la réponse à votre question. C'est pas très utile de vous rincer, sauf si vous aimez pas trop l'odeur que ça laisse sur vous, mais c'est pas utile. C'est très 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 dilué, donc du coup vous n'aurez pas de problème de cutané avec si peu d'huile essentielle. Si vous n'avez pas de baignoire, cette synergie, on peut tout à fait la diffuser dans un diffuseur classique. Il n'y a pas de souci. Dans les parfums, Alina, ta partie préférée, cette fragrance, elle va être utilisée ou en note de tête, ou en note de cœur, ou en note de fond. Elle est un peu couteau suisse. Donc la note de tête, on va avoir le côté vert et mentholé en tête. En note de cœur, on va avoir le bois qui va ressortir, et en note de cœur, comme tous les résineux, elle va fixer les autres, et on va avoir cette petite odeur de térébenthine. C'est une odeur très 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 masculine, mais qui va pas évoquer le mâle dominant, ce mâle qui va s'imposer, comme le cèdre. On va avoir un mâle qui est discret et subtil, très balance finalement.
on va être sur une odeur verte, résineuse, un petit peu mentholée. C'est un incontournable de la parfumerie masculine. Et elle fait quelques apparitions discrètes dans les parfums féminins modernes, mais ça reste encore très 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 minoritaire. Par contre, elle explose dans les parfums mixtes. Donc on va le retrouver dans Obel d'Azzaro pour les femmes, c'est la seule référence que j'ai trouvée. On va le retrouver pas mal dans les parfums mixtes tels que Terra Bella de Dior. Mais alors chez les garçons, il y en a plein. Donc j'en ai retenu 2, hein, Armani Code Ultimate d'Armani ou Invictus Platinum de Paco Rabanne pour les plus connus. Voilà. Le plan est disponible à la demande sur easylyon@radio-antasia.fr. N'hésitez pas à me le demander, il n'y a aucun souci. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Waouh, mon très cher Isilionne, c'était merveilleux. Hein. Mine de rien. J'ai fait un peu vite pour rattraper le temps. Ah, mais tu pouvais prendre le temps, on serait resté un petit peu plus longtemps, c'était pas un souci. Non. Vu qu'on a décalé un peu. Voilà. Mais c'est bon. T'as vu, je suis rentré dans les clous. Et c'est génial. Et vous voyez les enchanteurs, hein, on a de superbes animateurs. Hein. Vous êtes vraiment doués aux petits oignons. Moi, je vous le dis, vous y arrivez. Mais c'est-à-dire qu'on commence à avoir de la bouteille, là, quand même, mine de rien. C'est vrai, 2-3 ans, là, 3 ans. Moi, c'est alors, à l'antenne, 3 ans et en vrai, 4. Ah ouais, exact. Parce que ça commençait un petit peu avant avec Mimi. Ouais. Et c'est Oui, j'ai commencé 1 an en off. Et à l'antenne, c'est ma 3e année, ouais. Wow. Et je me souviens qu'Isilionne, au début, il voulait pas passer à l'antenne, tu te souviens? Ah non, je voulais pas, non. Et tu vois, regarde aujourd'hui. Eh ben ouais. C'est merveilleux. Comme quoi, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. C'est vrai. Il y a aussi autre chose qu'on constate, c'est qu'une fois qu'on a goûté au live, c'est pas pareil quand on fait des podcasts. Hein. Mais ça a un côté un peu plus effrayant parce que effectivement, comme le disait Sylvain il y a pas très longtemps, quand on a fait une boulette, on peut pas l'enlever. Voilà. Donc du coup, voilà, faut faire attention un peu à ce qu'on dit. Mais il y a aussi le côté spontané qui est quand même hyper plaisant et c'est quand même l'objet de pas mal de fou rire et ça permet d'alimenter ton bêtisier, ton très cher bêtisier. Mais après, ça a un côté dynamique parce que du coup, on suit le chat en même temps, donc on peut répondre aux questions en même temps. Et moi, je sais qu'enregistrer tout seul dans mon coin, après faire le montage, puisque maintenant je sais le faire, c'est pas super funky. En fait, c'est pas drôle du tout, et l'énergie est pas la même. Donc c'est pour ça que j'aime plus faire des émissions tout seul, enfin des podcasts tout seul dans mon coin. Maintenant, je vais appeler les copains pour faire des dialogues, enregistrés. Je préfère que c'est plus sympa, c'est plus dynamique, ça. Et puis je pense qu'à écouter, c'est plus agréable aussi. Et puis c'est plus convivial aussi, hein. Ouais. On échange avec d'autres personnes, on n'est pas tout seul devant son écran. Et puis on apprend aussi des autres et ça c'est chouette parce que quand on est en discussion comme ça, nous on arrive sur notre chronique, on a un peu la posture de celui qui sait et qui va dire, alors qu'en fait c'est le fruit de recherche que la plupart du temps, pas tous, hein, on en discute assez souvent quand on prépare nos chroniques. Il y a une base que l'on connaît évidemment, mais en fait on apprend des choses. Et après, les autres apportent des éléments et du coup, c'est hyper dynamique. Et Lunaya dit, on s'est quand même amusé à faire notre intro. Bah oui, c'est surtout ça en fait. On s'amuse beaucoup, vraiment. Ouais. Et tu vois, Lunaya a réagi là sur le chat. Elle nous dit, on s'est quand même bien amusé. On s'est quand même amusé à faire notre intro Isilionne. Et oui, ça se ressent hein, dans le podcast. Hein, moi, je vous le dis. Hein. Alors, l'intro aussi, c'est que Lunaya et moi, on est 2 rôlistes, donc il n'y a pas besoin de beaucoup nous lancer. On part au quart de tour. Mais vraiment, je vous laisse imaginer nos conversations à tous les deux. Des fois, ça part en vrille complet, à tel point qu'on ne sait même plus c'était quoi le sujet de départ. Enfin, bon, c'est voilà.
on a ce background tous les deux aussi d'être des joueurs de jeux de rôle où on peut partir en délire tous les deux très très vite. Alors j'ai remarqué que tu avais aussi le même type de délire hein, avec Vera, parce que je l'ai testé la dernière fois. Hein. Tester, c'est un grand mot, hein. Mais voilà, ils sont arrivés sur le live. Ils ne savaient pas du tout de quoi on allait parler. Ils ont fait de l'impro tout seul, quoi. C'est un truc de fou. Et tu le fais aussi avec Mimi. Donc c'est vrai que je pense aussi que ça fait partie de ta personnalité. Tu aimes l'impro quelque part. J'aime bien, j'aime bien. Ouais. J'aime bien. En fait, c'est le jeu, c'est le côté jeu et c'est le côté jeu. Après, Mimi, elle aime pas trop le live. Hein. Il faut que ce soit préparé quand même. Bah, moi, elle vient de le dire d'ailleurs. Je suis comme Mimi, j'ai une partie comme Mimi, j'aime bien quand c'est préparé, cadré. Quand on sait qu'on va faire des émissions très sérieuses où justement il y a vraiment beaucoup d'éléments, là j'aime que ce soit vraiment cadré, bien et tout. Et par contre, il y a aussi le côté hyper rock'n'roll, tu vois, comme vous, où j'adore justement que ça part en cacahuète, qu'on part dans tous les sens. Parce qu'on a ces deux côtés-là aussi dans notre personnalité à tous. Hein. Toujours. C'est ça. Faut s'amuser. Oui. Voilà. Le petit. Après, voilà, les witches, c'est jamais sérieux, une sorcière. On est d'accord, hein. Elle reste elle-même, quoi qu'il arrive. Bon, en tout cas, merci beaucoup, mon très cher Isilène, pour ce magnifique moment partagé. On a appris des choses sur la balance, hein, franchement. Et notamment tout ce qui entoure justement ces petites concoctions que tu nous fais là avec les parfums, les huiles, etc. Donc ça veut dire que le mois prochain, c'est le Sagittaire. Exactement. Eh ben, alors moi je vous dis, je suis Balance ascendant Sagittaire. Donc là, les 2 mois, et en plus j'ai ma lune en Capricorne. Donc les 3 mois qui suivent, c'est du Alina, quoi. Ah, par contre, je suis pas la seule. Quand même, moi, je t'ai bien retrouvé quand même dans la description. Bon, à part un amour où c'est une partie de toi que je connais pas, mais je t'ai quand même bien retrouvé. Hein. Et oui, parce que forcément, ton signe solaire, c'est celui qui est le plus intense. Mais plus on vieillit, plus on se rapproche à la fois de son ascendant et de son signe lunaire. Parce que ça, je rebondis sur ce que Lunaya disait tout à l'heure. C'est vrai que pas mal de personnes se retrouvent aussi dans leur signe lunaire. Et en fait, je pense que ça dépend du stade de l'évolution de votre âge. Je remarque ça aussi. Moi, j'ai remarqué que j'étais plus du tout. Autant j'ai été très mon signe solaire pendant très longtemps et que là, la quarantaine passée, je suis plus sur mon ascendant. Hein. J'ai plus l'énergie de l'ascendant. Je suis plus fonceur parce que je suis plus rentre dedans. Eh ben, je constate la même chose aussi que toi. Moi, je me sens plus Sagittaire que Balance aujourd'hui, alors que quand j'étais plus jeune, je me sentais beaucoup plus Balance que Sagittaire. Donc, c'est fou quand même. Hein. À ce moment-là, je suis dans le mood taureau, mais bien comme il faut quand même. Ah ouais. Pourtant, c'est magnifique le taureau. Moi, je trouve que c'est l'un des signes les plus beaux, le taureau, avec le scorpion. Ce sont mes 2 signes préférés. Ah mais je te dis là, je suis vraiment bien en mood taureau, je défonce bien les choses, je me fais mal à la tête parfois, mais c'est pas grave, je fonce quand même. Hein. Alors pour rebondir sur ce que dit Millénia, je sais pas si tu le sais Millénia, ce qu'elle nous dit qu'elle est Sagittaire. Le Sagittaire, c'est le signe bénéfique par excellence. C'est le meilleur signe de tout le zodiaque. C'est le signe de l'étoile en fait. C'est le signe, quand vous connaissez des Sagittaires dans votre vie, en fait, il n'y a que du bonheur. Ils vous apportent plein de belles choses, les Sagittaires. Alors, c'est pas pour faire genre, hein, mais c'est vraiment vrai. Hein. C'est connu, hein, vous pouvez lire plein de livres sur l'astrologie. Et même d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui sont jaloux des Sagittaires, hein, parce que leur énergie, leur manière d'être est tellement puissant, en fait, mais bénéfiquement, que forcément, hein, les autres signes sont jaloux. Mais chaque signe a son plus, hein, donc faut pas croire qu'il y a que le Sagittaire qui compte dans la vie. Bon, le Sagittaire est quand même assez intense et je trouve aussi le Scorpion, parce qu'on parle du Scorpion, genre quelqu'un une efface, machin et tout, mais non, le Scorpion, c'est le signe par excellence qu'il faut avoir autour de soi, parce que c'est le signe qui perçoit, quand toi tu ne sais pas le faire, qui perçoit les zones d'ombre qui t'entourent. Comme le poisson. Moi, je suis mariée à une Sagittaire et j'ai engendré 2 petits Scorpions. C'est quand même fatigant à vivre. Hein. Et t'as vu, hein, il y en a de l'émotion, il y en a des choses qui se passent. C'est très fatigant à vivre d'être autour quand on n'est ni Scorpion ni Sagittaire. C'est un peu fatigant.
Voilà. Elle doit être rayonnante constamment, je suppose, parce que c'est quand même un signe de feu, le Sagittaire. Elle est entière. Voilà, c'est ça. Elle aime les gens vrais, elle aime les gens simples, elle aime les gens... Enfin, voilà. Et puis, elle aime surtout beaucoup voyager, parce que les Sagittaires adorent voyager. Donc, pas pour rien. Parce qu'ils aiment découvrir la vie, les gens, le monde. Et c'est un magnifique signe. Pour moi, c'est la fée, en fait. C'est la bonne fée, le Sagittaire. Oui, mais quand on a un signe d'eau, c'est fatigant. Je comprends. Parce qu'il faut toujours constamment montrer aussi ses émotions, parler, communiquer. C'est saoulant ça. Mais non, c'est merveilleux. C'est merveilleux de communiquer. Non. Je suis pas balance, moi. Je suis aux antipodes de la balance. Tu me dis, tu connais pas ma manière d'être en amour. Mon mari est balance. Donc je t'imagine, on est tous les deux balance. En plus, lui, c'est un pur. Fatigant. On est des pures balances. Enfin, lui surtout, il est pure balance. Il n'arrête pas de communiquer. On passe une fois un week-end complet, mais à parler, en fait. Parler. De tout, de rien. Hein. Mais parler de plein de choses. Et c'est tellement fort, je trouve. Alors que moi, mon rêve, c'est de passer un week-end entier à ne rien dire. C'est vrai. J'adore. Sans rire. Alors, j'ai aussi ce côté-là, comme toi. Mais j'aime communiquer avec les gens. Surtout les écouter aussi. Hein. Beaucoup. Moi, je prends une fois par an à peu près. J'ai un week-end, c'est mon rendez-vous avec moi-même en fait. J'ai un week-end où je m'en vais de la maison et je suis plus un papa, je suis plus un mari, je suis plus un professionnel, je suis juste moi en fait. Et je m'en vais loin en général, vraiment très loin de la maison. Et je passe un week-end entier à ne parler à personne, fait juste le strict nécessaire, genre demander une chocolatine à la boulangerie, quoi. Voilà, c'est juste ça le seul moment où je parle. Mais ça me fait tellement de bien, je reviens tellement ressourcée. Et pourtant, tu fais un métier où tu es obligé de communiquer. Mais c'est justement pour ça, c'est parce que je pense que je suis pas dans un signe communicant déjà. Et je crois que c'est trop et que justement j'ai besoin de cette soupape à un moment donné de stop, fini, je suis plus là en fait. Alors j'adore Millénia, elle dit des choses magnifiques sur les Sagittaires, notamment sa manière d'être. Elle dit les Sagittaires dont elle aime aider, écouter les autres, les rendre heureux, c'est mon credo perpétuel. C'est totalement ça, Millénia. Pour ça que je dis que pour moi un Sagittaire c'est la marraine, la bonne fée, c'est le mentor par excellence, c'est la magie incarnée sur Terre, le Sagittaire. Donc, je suis émue là. On a des Sagittaires. Les Sagittaires, vous êtes tout. Il en faut plein de Sagittaires. Bref, donc je te fais plein de bisous, mon très cher Isilia. Et bien moi aussi, je vous fais des gros bisous. Et puis voilà, c'est les Sagittaires. Je vous en parle le mois prochain. Il y a aussi le Scorpion, à pas oublier. Ah oui, mais le Scorpion, c'est pas le mois prochain. Non, c'est le mois d'après, je crois, de mémoire. Oui. Oui. Bref, donc on vous fait plein de bisous, les enchanteurs. Et puis on vous dit donc à dimanche prochain pour une autre merveilleuse émission. Oui. Hein ? Plein de bisous, puis en rediffusion bien sûr cette émission cet après-midi entre 16h et 18h. On n'oublie pas la croisière folle que ce soir les amis, et oui ce soir entre 20h et 21h. Et oui ce soir il y a aussi une émission entre 21h et 23h si vous voulez savoir ce que c'est. Allez regarder ce qui se passe à l'intérieur donc de l'agenda les amis. Et oui, on fait plein de gros bisous, plein de bisous à toi Isiliane. Oui, plein de bisous à tous.